Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour une nouvelle semaine du LGF, votre émission au quotidien du lundi au vendredi de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Avec à chaque jour nos débatteurs, nos chroniqueurs qui vont s'affronter gentiment, avec bienveillance bien sûr, sur les différents sujets d'actualité. Aujourd'hui il sera beaucoup question de cette violence persistante en banlieue au vu de ce qui s'est passé à Bondy. Ce jeune de 15 ans tué à Bondy par une balle, c'était vendredi dernier. C'est terrible parce que évidemment c'est totalement gratuit tout cela, et il sera d'ailleurs enterré aujourd'hui ou demain en Algérie. Ses parents sont partis d'ores et déjà en Algérie, donc un drame qu'on aurait peut-être pu éviter. On va en parler évidemment avec vous, avec Nicolas Jeannetet qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va Nicolas ? Écoute, en pleine forme. Ravi de t'accueillir pour ta première. Alors Nicolas Jeannetet, comme la tradition le veut dans cette émission, comme c'est ta première, est-ce que tu peux te présenter auprès des auditrices et auditeurs ? Moi je suis né à Paris, je suis un vrai Parisien à 100%, même si j'ai fait une escapade pendant 12 ans dans une autre capitale européenne qui est Berlin. Ouais. Mais je suis un vrai Parisien, d'ailleurs j'ai vécu 25 ans dans le 19e avant d'habiter maintenant en 15e. Où je suis élu, je suis conseiller de Paris. Alors, je ne vais pas énoncer tous les titres parce que ça fait... Je suis conseiller de Paris, je suis vice-président du groupe Changer Paris à la ville de Paris, donc qui est présidé par Rachid Elati, donc je suis son vice-président. Je suis également président de la commission sécurité, transport au Conseil de Paris. Et je suis dans le 15e délégué à la sécurité. Et puis, je suis à côté de ça, je suis directeur d'un parti qui s'appelle Les Centristes, qui est un parti de centre-droit, et présidé par Hervé Morin, dont je suis d'ailleurs le plus proche collaborateur. Voilà, tout un programme, un beau CV pour Nicolas Jeannetet qui est avec nous. Et comme premier édito, Nicolas, tu nous parleras de quoi tout à l'heure ? Je vous parle de la violence urbaine et des rixes, puisque vous le savez, dans le 15e, j'ai été confronté à la première rixe un peu médiatisée avec l'affaire Youri. J'avais d'ailleurs la maman du Youri très très souvent au téléphone, je l'ai encore, donc je vous raconterai tout ça. Très bien, on a hâte. Monsieur Nasser Lagili, comment ça va mon Nasser ? Ça va, je te remercie Christophe, impeccable. Ça fait plaisir de revenir. Comment ça va mon Nasser ? Ça maraude beaucoup en ce moment, je vois ça. Ça maraude énormément, effectivement. Samedi dernier d'ailleurs, la Ouais. dernière maraude qu'on a faite. Plus de 400 repas chauds qui ont été distribués par l'association Crescendo à Gennevilliers. Ouais. Et et on continue à De plus en plus jeunes ? Ouais, beaucoup plus jeunes même. On ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de jeunes à la rue. Et plus on avance et plus on découvre des nouveaux visages. Et donc ça, effectivement, c'est pas forcément un bon signe. Donc voilà. Et côté politique, mon Nasser, ça en est où ? Côté politique, non, pas très engagé en ce moment, plutôt dans l'action. Donc Ouais. Là, quand on parle de maraude, quand on parle de tout ce qui suit, quoi. Donc voilà, après... Quand on entend aussi tout ce qui se passe dans les quartiers, les rixes et D'ailleurs, tu nous en parleras aussi, toi aussi. On va en parler tout à fait, exactement, tout à l'heure. Très bien. Donc, on en discutera. Il n'y a que Gamal Abina qui a été original en fait aujourd'hui, c'est ça ? Ouais. Comme d'habitude. Déjà, Gamal Abina, évidemment, est arrivé très très à l'heure, comme d'habitude, et il nous parlera lui de la Birmanie. Absolument. Tiens, pourquoi tu veux nous parler de la Birmanie, Gamal Abina ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Deux, trois trucs intéressants, mais surtout une approche, je pense, internationale sur la question birmane qui me paraît extrêmement biaisée par rapport à la réalité de terrain. Bon. Alors, mon cher Nicolas, comme c'est ta première, tu vas découvrir un peu les rendez-vous. Et parmi les rendez-vous, on commence toujours une émission par un petit quiz. Le quiz. Ah oui. Alors, c'est un truc tout simple. Mes questions ont toutes un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes donc aujourd'hui le 1er mars. Mince, Eh j'ai oui. pas regardé Google avant. Oui, moi non plus, j'ai Eh pas ben, regardé l'éphéméride. plus. Oh là là, je vais être mauvais là. Pareil. Alors, première question. Ah si, Lancement. j'ai une date en mémoire, tiens. Eh, on va voir si elle y est. On va voir. Lancement d'une chaîne de télé française en 1900. TF1 Pas du tout. En 1987. TV5, la Quelle- 5e. la France 5. 5. Non. La 5 Non. M6. M6 Yeah. est une bonne réponse. Bon anniversaire à nos amis d'M6. M6 qui est à vendre. Qui est à vendre maintenant Elle bon est à vendre, oui. C'est que ça se passe Alors bien. achetons. Ils viennent de racheter RTL. Ils sont déjà à vendre. Je sais pas. Bon, allez. Ils sont Bon, mal. très bien. Quel humoriste français, enfin, en tout cas c'est ce qu'il était avant, a été agressé en Martinique en 2005 ? Dieudonné, effectivement. C'est ce qu'il était avant, c'est une bonne question. Ça. Oui, c'était un humoriste. Tu donnais la réponse déjà dans ta question. Oui, c'est ça. Il est où maintenant ? Il est, je sais pas. Il a plus de théâtre, il a plus rien. Voilà.
Je cherche à présent un pianiste et compositeur d'une mère polonaise et d'un père français. Il est né en 1810. Ah oui, c'est ça. C'est En 1810. c'est. Il est mort le 17 octobre 1849. Il n'a pas vécu longtemps. C'est pas Eric Satie, c'est quoi il s'appelle? Non. Il est excellent, c'est Chopin. Frédéric Chopin J'adore. est une bonne réponse, J'adore Gamal Chopin. Abina. Je suis un vrai fan. Je cherche à présent un militaire et homme politique israélien né en 1922. Sharon. Non. Ben Gurion. Ah non, je suis bête. C'est Non, Pérez. non, Non. pas Pérez, non, c'est Prix c'est Nobel Steve- de la paix en 94, assassiné en 95. Rabin. Isaac Rabin. Isaac Rabin, c'est une bonne réponse. Ouais. Je cherche à présent un journaliste et dirigeant de médias français. Il est né en 1940. Il a dirigé pendant de nombreuses années TF1 notamment. Ah oui, c'est. Étienne Boujotte, non. Étienne Ouais, Boujotte Boujotte, est une ouais. bonne Bien joué. réponse, Nicolas, bien joué. J'hésite entre le lait et Étienne Boujotte, pardon, 1940, il est encore là, il paraît qu'il a la forme. Hein. Il est jeune. Il vient de sortir sa biographie, je crois. Eh ben, d'ailleurs. dites donc, hein, vous vous rendez compte. Et enfin, je cherche un humoriste et acteur français né en 1989, cette fois-ci, comme indice notable, La Vache, Pattaya ou encore Taxi 5. Ah oui, c'est pas la sœur. Non. Samir Nasri. Non, c'est pas la... Non, Non, quelle année? Non, 89, t'as dit? oui, 89. Ah oui, c'est récent ça. Non. Ah peut-être, je sais pas. Malik. Malik? Oui. Malik, comment Malik, comment? Bah oui, bah c'est la question. Voilà. Malik, comment Taxi. Non, c'est pas Taxi 5. Il a joué en Taxi Je connais 5. pas du tout. La Vache avec Jamel Debbouze dans Pattaya. Notable. Je connais pas du tout. Non, je connais pas. Malik Bentala, ça vous dirait Ah, Bentala. Bah oui, oui, Bentala. quand même. Ouais, mais Bon. ça vraiment vaguement. Oui, bah voilà. Bon. Eh bien voilà. Moi, j'avais une autre date. Vas-y, c'est quoi 1er mars 2007, deuxième élection du président Wade au Sénégal. Mais bon, comme ça, j'ai le souvenir en tête. Bon, très Bon, bien. Non, voilà, mais on c'est- prend. hein, J'ai pas de fait un problème. flop. Et puis, non, mais il y a une autre date aussi, 1er mars 2021, la première de Nicolas Jeannetet dans le LGF. C'est pas mal aussi, C'est ça. pas mal. merci. Ah ouais, en plus, accueilli par un bon petit thé à l'amande que va nous faire Nasser, qui est en train de nous Comme concocter Nasser. Et dans un instant, on va aller filer en Birmanie. Et je rappelle la question à la une aujourd'hui que l'on vous pose, d'ailleurs en rapport avec ce qui s'est passé à Bondy. Et ce jeune Ayman, tué à l'âge de 15 ans par balle. Alors, on va parler du traitement médiatique parce qu'on a tout dit sur lui. On dit que c'était un trafiquant, etc. En fait, tout simplement, c'est absolument pas ça. C'est suite à un combat de boxe où il a battu un gamin et le grand frère est venu le buter, tout simplement. C'est minable. C'est voilà où on en est aujourd'hui. T'as dit le bon mot minable. Ouais, Ouais. Minable. c'est minable. Oui, absolument, minable. Donc, est-ce que c'est encore une manière, et c'est là ma question du jour, de stigmatiser les banlieues que le traitement médiatique qui est fait autour de cette affaire? Bon, moi maintenant, mais au début, en tout cas, on s'est empressé de rappeler les trafics de stupes, etc., machin, faisant croire à la France entière que Ayman a été tué parce qu'il faisait partie d'un trafic de drogue, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est un gamin que beaucoup des amis de Bondy connaissent, et notre ami Karim Alouache, que j'ai eu au téléphone, m'a dit non, absolument pas, c'est un garçon tout à fait tranquille, qui travaillait très bien à l'école, et qui était très fort, un très grand sportif de boxe. Et voilà, et aujourd'hui, ses parents le pleurent. Encore des larmes d'une mère pour rien. On en reparle dans un instant, mais on filera en Birmanie dans un instant avec Gamal Abina. C'est parti pour le LGF avec Nicolas Jeannetet, Gamal Abina et Nasser Lajili sont là jusqu'à 18h. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF avec Gamal Abina, Nicolas Jeannetet et Nasser Lajili qui sont avec nous aujourd'hui en ce lundi pour cette première de la semaine. Et l'actualité du jour, c'est la condamnation de Nicolas Sarkozy Tant mieux. dans l'affaire des écoutes. 1 an de prison ferme, 2 ans de prison avec sursis. Il va faire évidemment appel Évidemment. et on imagine que la peine sera réduite en appel. Pas sûr. Donc il ne le fera peut-être pas les 1 an de prison. Non, il ne les fera pas, il est en prison par rapport à son rang. Mais en réalité, s'il fait appel, il n'y a rien qui garantit qu'il réduit sa peine parce que les dossiers sont très lourds. Hein. C'est pas des fausses accusations. Il y a vraiment de la Il y a matière. encore d'autres affaires qui arrivent d'ailleurs pour Oui, lui. hein. l'affaire libyenne, c'est la pire. De Voilà. toutes les affaires, c'est la pire. Parce que l'affaire libyenne, c'est une trahison d'État. Il a été acheté par un chef d'État étranger. Et là, on est sur quelque chose de très lourd. Hein.
Nicolas, sur Nicolas Sarkozy, sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, ça lui pend au nez depuis un moment quand même. Ouais, je ne ferai pas de commentaire là-dessus parce que c'est un personnage que je connais bien et j'ai fait ses campagnes, je l'ai côtoyé de très près, j'aime plutôt bien le personnage, j'aime bien ses tempéraments tranchés comme ça. Bon, après, la seule chose que j'ai à dire sur cette condamnation, c'est que maintenant, c'est fini pour lui l'élection présidentielle. On savait que les Républicains pouvaient le sortir comme joker et attendaient éventuellement, parce que les Français oublient très vite les condamnations. Et la on l'a avec Mitterrand. Voilà, et on pouvait très bien imaginer que Nicolas Sarkozy sorte et devienne un peu le sauveur d'une République avec les gilets jaunes qui pouvaient repartir à la rentrée. Absolument. Et donc les Français auraient oublié, mais maintenant je pense que pour Nicolas Sarkozy c'est fini. Ouais. Nicolas Sarkozy, non pas Nicolas Jeannotet, c'est fini. Nasser Lajili, ça y est. De toute façon, pour moi, je ne suis pas du tout un admirateur de Nicolas Sarkozy. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a pas fait énormément de bien dans les quartiers populaires, si ce n'est que les stigmatiser à un moment donné, de les nettoyer au Karcher et de voir que malheureusement, cette personne n'est pas forcément propre et celui qui n'était pas forcément la bonne personne qui devait faire des leçons aux jeunes des quartiers. Donc voilà, et en même temps... moi, c'est mon point de vue. Après, il peut y avoir plein de débats là-dessus. Mais pour moi, Nicolas Sarkozy a été aussi responsable de toute l'ambiance qui règne dans nos quartiers. Voilà. En supprimant la police de proximité, en mettant en avant, on va nettoyer au Karcher, le quartier, etc. Non, mais c'était extrêmement provocateur. Oui, mais provocateur, mais qui a fait des gros dégâts. Et aujourd'hui, on constate ce qui se passe. Donc après, voilà. Moi, je vais être très clair. Je suis plutôt, moi, sur la droite, je suis pas à gauche, évidemment. Je suis plutôt à droite, mais je suis plutôt vilpiniste. Malheureusement, il y a eu l'affaire Clearstream qui a flingué sa campagne, puisqu'il voulait se lancer lui aussi. La bataille Sarkozy-Villepin est une bataille qui dit beaucoup de choses sur les soubassements de la politique. Mais là, je vais être très honnête, puisque tu as pu faire sa campagne, effectivement, j'entends bien. Pour ma part, c'est un criminel de guerre. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que vraiment, dès le départ, j'ai eu une colère contre lui, c'est sur le massacre de la Libye. C'est-à-dire que cette fausse intervention, soi-disant, de la part de Conseil national de transition qui était fabriquée de toutes pièces, avec un peuple qui aurait été en danger. Aujourd'hui, les enquêtes sont conduites à dire que non, c'est pas ce qui se passait. Et surtout, lui, il est intervenu en première ligne parce qu'il avait des comptes à régler. Ce n'est pas une histoire anodine. C'est là des contrats à 10 milliards de dollars qui devaient être signés par Kadhafi, qui ne l'a pas honoré, c'est vrai. C'est un passif qui est très lourd entre la France et la Libye, à l'affaire de Lecurbi, mais surtout de la Paname. C'est surtout une chose, il y a eu la bande à Ouzou à l'époque avec la Mitterrand qui se battait du côté d'Hissène Habré dans le Tchad. Il y a eu beaucoup de passifs entre la France et la Libye qui ne sont pas anodins. Une succession d'attentats qu'on attribue lui bien peut-être à raison ou à tort, mais c'est pas le sujet. On se rend compte qu'à la fin, il y a des règlements de compte. On n'est plus dans des rapports d'État à État normaux, on est dans des rapports d'homme à homme. C'est vraiment quand Kadhafi va dire Nicolas Sarkozy, mon ami, c'est un homme politique qui ne parle pas politique, qui parle de relations, tu disais très bien tout à l'heure, qui peut paraître quelqu'un de jovial, de sympathique de prime abord. Après, on reste dans les rapports d'État et de chefs d'État et de rapports surtout économiques et financiers, de rapports géostratégiques. La Libye étant une grande réserve de pétrole, la France n'était pas inintéressée par ça. La Libye étant surtout au carrefour de l'Afrique et du Moyen-Orient, c'est quand même un pays qui est entre l'Égypte et puis l'Algérie-Tunisie. Donc tout ça, ça compte. Il y a aussi le rapport avec le Sahel, avec la région du Sud qui est convoitée, parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est une région extrêmement riche, peu sous-exploitée, mais très riche. Donc tout ça, ça conduit à dire quoi ? C'est que sur toutes les affaires qu'on pourrait reprocher à M. Sarkozy, qui sont des affaires classiques de politique finalement, la pire c'est celle-là, parce que si Kadhafi s'est avéré à payer la qu'il avait reçu en grande pompe à Paris, on s'en souvient, avec sa tante, etc. Ça, mais ils l'ont tous fait, pas que lui, ils l'ont tous fait. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur, pour le coup, là je vais dédouaner Sarkozy, tous les chefs d'État européens, anglais, italiens l'ont fait. C'est le réel politique, absolument. En revanche, non, ce qui est moins pardonnable, c'est que si effectivement, avec Guéant et toute l'équipe, ils ont pris des dessous de table pour financer la campagne de M. Sarkozy dans le but qu'il l'emporte en 2007, c'est pas prouvé. C'est pour ça que je pense que je mets des conditions. Si c'est le cas, ça relève non pas seulement d'un simple conflit d'intérêts ou d'un rapport de corruption. Là, on parle d'un État ennemi officiellement, si c'est encore ennemi à ce moment-là, qui va payer la sympathie d'un État ennemi. Parce qu'ils n'étaient pas ils ont été amis un temps, la Libye et la France, mais après, il y a eu des dégradations avec Mitterrand. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à ça, effectivement, moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage pour deux raisons. C'est le côté outrancier, qui est insupportable. C'est le côté... le Karcher, c'est quand même une chose, j'ai traduit plusieurs fois. Quand on dit qu'on va nettoyer les quartiers au Karcher, je traduis. Le Karcher nettoie la crasse. Mais bien sûr. Traduction, les quartiers ont de la crasse. Et on parle d'être humain. Dès qu'on commence à biologiser le débat, dès qu'on commence à avoir des termes qui dérapent comme ça, et il en faisait beaucoup, effectivement, il y a un problème. Après, mais Sarkozy était amusant face à Poutine, par exemple, on s'est rendu compte de la droite qu'il a pris, littéralement, parce que Poutine ne fait pas dans la demi-dentelle non plus. Donc c'est pour dire que réellement, à mon sens,
Oui, mais ça m'a fait rire parce qu'il y a eu des sous derrière, des journalistes qui en ont parlé. Ouais, Vrai, pas vrai. C'était drôle. C'était amusant. Mais dans tous les cas de figure, pour ma part, si moi j'aime la Je sais pas droite. si c'était drôle pour lui. Hein. Non, lui, Pas sûr. ça n'a pas été drôle. Lui s'est pas rendu compte avec qui il avait affaire. Un ours. On parle à un ours, on lui parle pas comme ça. Mais pour ma part, moi j'aimais bien la droite quand elle ressemblait à Chirac, quand elle ressemblait à De Villepin. C'est les gens comme ça qui ont brillé et qui étaient brillants. Ouais. Dès qu'elle s'est dégradée avec Sarkozy, puis bon, maintenant Macron, ah tiens, il est à droite, ça dit des choses. Bien sûr. Macron à droite, Nicolas? Oui, enfin Macron non, pas ni à plaisantais, droite, ni à gauche, ni en même temps. Ouais. Oui, en même temps, c'est ça, en même temps. Se dit en même temps, il n'y a pas de corpus idéologique derrière. Faut pas déconner, il est complètement à droite. On n'avance pas, on est toujours dans le nini, on réagit toujours à l'actualité immédiate, il n'y a pas d'anticipation dans toutes les décisions. C'est vrai, ça. Et on va parler d'Éric justement, mais on peut parler des masques, on peut parler de la gestion du Covid, voilà. Non, allez. C'est tourne pas la sérieux. On tourne la page. Bon, en tout cas, c'était pour dire que Nicolas Sarkozy a été condamné dans cette affaire. Il y en a encore d'autres derrière. Mais là, c'est fictif, il a été condamné. Oui, mais il va faire appel. Oui, ça, c'est normal. Bah oui, ils en sont, il va ça durer 5 ans. Donc, Voilà. Donc, c'est pas encore fini, évidemment. Mais, comme le disait tout à l'heure Nicolas, si le LR avait comme but de recycler. recycler, C'est un recyclage. de l'utiliser l'utiliser en tant que joker, encore. comme sauveur de la droite. Le dernier homme présidentiel, il s'appelait Hitler, je le rappelle. Mais- comme ça. C'est la Providence qui l'avait nommé. Hein. Non, je plaisante, c'est une blague. Quand même, Ouais, monsieur Abina. Mm. Mais je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il serait allé, tu penses, Nicolas, face à Macron. Bien sûr. Parce qu'ils s'entendent très bien, les deux hommes, paraît-il. Ah oui, mais C'est enfin, pas bon, en politique, il n'y a pas d'amitié. Hein. Nicolas Sarkozy, Des intérêts. on sent, il avait envie d'y retourner. Ça. sûr. Mais la politique, c'est quand on plonge dedans, c'est. Mm. Enfin, je vais pas prendre une métaphore un peu. C'est comme un des hommes politiques qui disait, c'est comme la cocaïne, on en prend Oui, une fois ok. et on n'arrive pas D'accord. à À décrocher. décrocher. Il y en a Donc, beaucoup qui en consomment, hein, entre La politique. en passant. Je Non, ne mais dirais rien, mais voilà, mais c'est parce que c'est une passion. vrai, Moi, je c'est fais, une passion, moi, exactement. moi, je fais de la politique. J'arrive, je Par me lève le passion. matin en politique, je me couche le soir en politique. Voilà, c'est la vie, la politique. C'est sûr. d'ailleurs le mot, le sens grec du terme, c'est politique, gestion de la ville. Gestion de la ville. C'est la vie de tous les jours, la politique. Donc il n'y a pas que la politique politicienne. Ouais. Voilà, on va parler de politique, on va parler de Rix, on va parler de politique. Faut Là, savoir là, gestion de la ville. c'est les acteurs de terrain. c'est pour Alors moi, Nicolas, la vraie politique. puisque toi tu es conseiller de Paris, quel est ton regard sur le rétropédalage ou la boulette de Anne Hidalgo qui avait proposé 3 semaines de confinement strict à Paris, puis ensuite elle a rétropédalé dès le lendemain matin. Non, mais attends, je vais Ça te faire- ressemble à quoi finalement là je vais te faire une confidence. Ouais. Ce matin, j'avais une réunion avec elle. Ouais. En visio avec tous les maires d'arrondissement. Et Madame Hidalgo est venue en disant mais quoi? J'ai dit quoi? Mais je n'ai rien dit. Ah ouais. Ah bon? 3 semaines? Ah non, mais c'est Emmanuel Grégoire qui a voulu vous proposer ça. Excellente. Ah mais c'était une proposition, ce n'était une hypothèse, mais il n'y a rien à voir, tournons la page et passons à autre chose. D'accord, donc elle assume pas. Pas du tout. Oh, d'accord, très bien. Elle est un peu seule sur le coup. Hein. Ouais. Oh, c'était un flop total. Pourquoi 3 semaines? Pourquoi pas 4 semaines? Oui, ça passe Pourquoi aussi. uniquement Paris alors qu'il faut... C'est des décisions qui se ceinture, prennent ouais. au niveau régional, Bien sûr. même, même pas la petite couronne, c'est la région. Bon, on Donc, sent le c'est confinement le complètement- week-end les gars? On est d'accord? Comment? Le confinement le week-end ça arrive, c'est pour nous là, ça y est? Oui, c'est probable. C'est bien parti. Oui, c'est bien parti, pour- ouais. C'est bien Ouais. parti pour. Vu que les chiffres sont pas très bons. Hein. Oui, les chiffres sont pas très bons. Il y avait du monde à Paris ce week-end. Il a fait beau, et il y avait du monde sur les quais de Seine. Ça a verbalisé sévère aussi. Ça fait du bien. Voilà. De quoi? De se faire verbaliser? Non, le vers du monde. Non, d'accord, ok. Très bien. Bon, bah tiens, puisque Gabal, t'as la parole, tu vas la garder. Et Aïe. on va parler avec toi de ce premier sujet que tu as choisi d'évoquer avec nous, de soumettre en débat avec les auditeurs et auditrices. Tu vas nous parler en effet de la Birmanie, cher Gabal. Oh là là. La Birmanie, très très gros dossier. Alors j'ai rien préparé à l'écrit, j'ai préféré le faire à la spontanée, pour une fois. En substance, qu'est-ce qu'on dira de la Birmanie? Déjà, on va parler du nom, parce que le nom a un sens. Birmanie, qui correspond à une ethnie minoritaire en Birmanie, en l'occurrence, les Birmans, c'est une ethnie dans un pays qui a eu son indépendance en 1948, donc elle s'est détachée d'Angleterre, a gardé son nom de Birmanie jusqu'en 88. Et étrangement, c'est un des rares pays au monde où, lorsque c'est une junte militaire qui est au pouvoir en 88, lorsque donc des dirigeants, légaux ou pas, c'est pas le problème, mais des dirigeants d'un pays qui deviennent légaux par la suite en 2011 avec l'arrivée d'Aung San Suu Kyi au pouvoir, ce pays change de nom. Et il y a un débat international sur le nom de la Birmanie. C'est-à-dire que tout le monde se demande s'il doit ou pas l'appeler Birmanie ou son vrai nom, donc Myanmar.
Alors pourquoi Myanmar ? Parce que Myanmar, ça correspond plus à la culture locale, ils se sont réappropriés leur propre nom, et surtout parce que ça rappelle un peu ce qui s'est passé par exemple au Burkina Faso, qui à l'époque s'appelait Haute-Volta. Quand Sankara arrive au pouvoir, il change de nom, parce qu'il considère que le nom de Burkina Faso est un nom colonial. Et la Birmanie, c'est un peu le même rapport, c'est-à-dire qu'ils disent on doit se récupérer nos propres termes, et on va devoir s'autonomer autrement que par une minorité qui devait diriger le pays. Donc là, ce qui est intéressant par rapport à ça, et c'est pour ça que je m'attache beaucoup, et je ne dirais plus Birmanie, mais je dirais Myanmar, moi je suis légaliste, l'ONU reconnaît Myanmar, l'Angleterre aussi, beaucoup d'instances internationales, l'Allemagne d'ailleurs, les pays anglo-saxons, beaucoup d'instances la reconnaissent, et d'autres pays, pour des raisons politiques, refusent de l'appeler Myanmar, ce qui devient presque ridicule et grand guignolesque. Parce que de dire d'un pays qui change de nom, c'est comme l'Iran qui à l'époque s'appelait la Perse, dans les années 30 elle change de nom, tout le monde l'accepte, c'est pas encore une opposition. De dire qu'un pays, pour des raisons politiques qu'on peut comprendre en 88, puisque c'est une junte militaire qui l'impose, mais qui devient une démocratie en 2011, avec toujours ce nom changé, qui est maintenu par la dirigeante birmane, que ce pays soit appelé de différentes façons en fonction des positions politiques de tel ou tel pays, pour moi, ça n'a aucun sens et ça dit des choses. C'est-à-dire qu'il y a une posture un peu néocoloniale, peut-être, ou néo-impérialiste, on choisit, qui consiste à dire « Non, mais je ne veux pas vous appeler comme vous le voulez, je vous appellerai autrement ». Voyez. Donc malheureusement, c'est un exercice qui existe depuis longtemps. C'est pas d'hier, c'est la négation de certains aspects culturels d'un pays, le rapport on dira de force qui s'établit. Ensuite, avec l'arrivée d'Aung San Suu Kyi, qui était prix Nobel de la paix, on l'a dit tout à l'heure en off, on s'attendait à quelque chose de mieux. Malheureusement, il y a des rapports de force là aussi. Elle n'a pas forcément le pouvoir sur l'armée, mais elle s'est salement comportée sur la question. Quand je dis salement comportée, on va en débattre certainement, sur la question des Rohingyas, cette minorité musulmane du sud de la Birmanie qui a été massacrée pendant quelques années, dont c'est très documenté, des milliers de morts. Enfin, c'est même pas un mystère, tout le monde le sait. C'est officiel, l'ONU a condamné. Bref, on a tout un dispositif et on s'attendait à ce que la prix Nobel de la paix, je rappelle, comme Obama, prix Nobel de la paix qui fait la guerre en Libye, c'est toujours intéressant de voir la paix, de quelle forme elle a. On s'attendait au moins à minima, on comprend qu'elle n'ait pas le pouvoir militaire, ça c'était évident de l'écarter sur un coup de force, mais qu'elle ait au moins eu une parole d'apaisement ou de condamnation, même en demi-mesure. Quelque chose qui donne le sentiment qu'elle n'était pas d'accord avec ces massacres des Rohingyas qui sont perpétrés par une autre minorité religieuse pour le coup, qui sont les bouddhistes si je ne me trompe pas. Donc là, on a un problème avec ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fâché avec cette histoire de Birmanie, donc Myanmar, je répète Myanmar pour que ça rentre dans la tête des gens, parce que je dirais plus autrement, c'est qu'effectivement, au-delà du nom et de la non-reconnaissance d'une nouvelle appellation, on a reconnu une femme qui aurait dû être une grande leader politique, on l'avait espéré, qui semble être aimée par sa population. C'est indiscutable, il y a des manifestations et des morts aujourd'hui, c'est pas un hasard, et qui de l'autre côté a donné beaucoup d'espoir et beaucoup de déception, à mon sens. Donc la question que je me pose, et si on doit poser la question peut-être à des gens qui voudraient répondre, c'est est-ce qu'ils voudraient continuer à considérer que la Birmanie s'appelle Birmanie ou Myanmar légitimement, puisque c'est un pays qui a changé son nom par sa propre volonté. Très bien, merci Gamal pour ces précisions aujourd'hui concernant donc la Birmanie. Justement, la prix Nobel de la paix, pour le coup, qui a... Alors, on en est où ? Parce que il y a eu un coup d'état militaire, là, oui, absolument. Il y a peu de temps. On en est où ? Elle avait été arrêtée, elle a été relâchée. T'as des infos, Gamal, là-dessus ? Sur pareil, les mettent en résidence surveillée, très surveillée. Je sais pas s'ils lui ont donné un peu de liberté d'expression, peu, je ne pense pas. Mais ça rappelle l'époque où, on va peut-être en parler tout à l'heure, c'est parce qu'on en a parlé juste avant l'émission, l'époque où elle était déjà sous contrôle de l'armée, où elle était en résidence surveillée. Il y avait quand même une certaine liberté, elle pouvait quand même échanger, mais surtout le sentiment qu'elle donnait, c'est que c'est quelqu'un qui semblait pas souffrir de ce qui lui arrivait réellement et qui donnait pas le sentiment qu'elle était en phase avec sa population par rapport à sa douleur. Ça rappelle une autre dame qui était aussi encensée à l'époque. Et il y a toujours un caractère un peu trouble sur le personnage qu'on a du mal à cerner. Alors évidemment, moi, quand on voit qu'on fait un film, qu'on l'encense dans le monde, que c'est une sorte de grande figure de proue de la résistance de la démocratie, il y a quand même un penchant qui n'est pas très net. Ce serait intéressant de discuter justement. Bon, allez, à vous d'appeler aussi pour répondre à cette question que vous pose Gamal Abina pour nous parler de la Birmanie. On en a beaucoup parlé à l'époque des Rohingyas lorsqu'ils ont été... massacrés, on peut y aller. Oui, non, mais massacrés, mais c'est pas ça dont déportés. Déportés dans le pays voisin, au Bangladesh, en Thaïlande. Ouais, c'est un génocide, absolument. Et on se souvient d'ailleurs que beaucoup de stars s'étaient mobilisées, appelant à la générosité avec ce peuple. Vos appels évidemment au standard. Appelez le standard de France Maghreb 2 et réagissez en direct au 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. C'est le grand forum avec Nicolas Jeanneté, Nasser Lajili et Gamal Abina. Nicolas, sur le sort des Rohingyas, est-ce que tu t'es senti concerné ? Est-ce que tu t'es mobilisé aussi ? Oui, bien sûr. Je ne suis pas un spécialiste de géopolitique. C'est une histoire très compliquée, cette histoire de la Birmanie. D'abord, quand même, on est aujourd'hui encore dans un coup d'État militaire. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre pays, en ce moment, c'est la Thaïlande. Donc, deux pays qui sont aujourd'hui aux mains des militaires. Donc, il ne faut quand même pas l'oublier, elle est en prison. Alors,
Effectivement, cette femme est un poids complexe. Elle a été portée au firmament. Elle a eu le prix Nobel. Et d'ailleurs citoyenne de la ville de Paris, etc. Et donc forcément, il y a un moment, il y a des hauts et des faiblesses. Et c'est vrai qu'elle n'a pas dénoncé ce génocide. Elle l'a un peu dit en disant dans un entretien à la presse que elle n'avait pas tous les pouvoirs, qu'il fallait attendre un peu et qu'elle ne pouvait pas du jour au lendemain tout changer les mentalités. Mais c'est vrai que là, elle a fait une faute. Et tout le monde le dira. Maintenant, elle a quand même libéré le pays. Elle a remonté un peu le pays et elle a donné un début de démocratie. Et aujourd'hui, les militaires sont quand même au pouvoir. Les militaires sont quand même aujourd'hui au pouvoir. Et c'est quand même un pays qui est bloqué maintenant. Ouais. Nasser, sur les Rohingyas, tu t'es évidemment beaucoup mobilisé comme beaucoup d'autres à l'époque. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il ne faut pas les oublier parce que leur sort continue d'être toujours Pareil. concerné. Je veux dire, ils sont toujours C'est autant. Non, mais parce que Nicolas a soulevé un point en parlant de liberté. On parlera de liberté quand les Rohingyas auront leur légitimité aussi d'exister. Voilà, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit disparaître et qu'on doit être exterminé. Et ça se passe en Chine, comme ça se passe en Birmanie. Il y a d'autres pays aussi dans lesquels où il y a une torture quotidienne. Et voilà, pour une dame qui, soi-disant, a fait en sorte on va dire, de trouver une liberté dans le pays, je n'y crois pas du tout. Pour moi, elle a tout simplement alimenté tout ce qui se passe et tout ce qui règne dans le pays, parce que sinon, l'affaire serait réglée. Mais effectivement, après, il faut aussi retenir que c'est l'armée qui est aussi au pouvoir. Mais voilà, moi, je suis assez stupéfait de voir que le monde entier ferme les yeux là-dessus et bien évidemment aussi les pays musulmans qui sont aujourd'hui présents et qui ne disent pas un mot sur la cause des Rohingyas. Heureusement qu'il y a les islamo-gauchistes pour alerter, évidemment. Hein, Nasser. C'est vrai que tu as raison, la réaction du monde, Mondial, elle est inexistante aujourd'hui, à part Absolument. l'ONU qui a amené. Mais aujourd'hui, on ne prend pas position Absolument. parce que le personnage est complexe, la situation est compliquée clair. et que voilà, il y a un coup d'État qui est militaire et donc aujourd'hui, il n'y a même plus de liberté du tout. D'ailleurs, il faut se rappeler que le coup d'État qui est de l'autre côté de la frontière, Thaïlande, c'est frontalier. C'est mais une c'est région pareil. qui est souvent en spasme. On a deux pays qui se touchent, qui sont maintenant sous Absolument. contrôle militaire. Absolument. C'est comme et qui dit militaire dit pas de liberté, Oui, bien sûr. génocide, Alors, tout ce qu'on peut imaginer. pourquoi on peut peut-être mettre une réserve quand on parle d'État militaire, parce que parfois l'armée est quand même assez vaillante et veille justement à ce que un pays ne soit pas déstabilisé. On peut prendre la Tunisie d'ailleurs. Oui, on peut prendre l'Algérie aussi, L'Algérie. où il y a une armée très puissante là-bas en Algérie. Je savais pas qu'ils avaient une armée, les Tunisiens. Tu insultes la Tunisie? Je sais qu'ils ont une police, mais pas une armée. Ah, Hein. bah, si, l'armée elle a été présente au moment où Ben Ali a voulu essayer de... Ah, tu parles des 27 militaires bien qui sûr. étaient là. Non, oui. 27-28, ça, c'était cool. Non, mais ne parle Non pas mais de- l'armée peut avoir un Provocation, rôle parfois la Tunisie, crucial. Absolument. Par exemple en Algérie, Oui, Nicolas, l'Algérie, c'est pendant bien sûr. la période du Hirak et le départ de Bouteflika, enfin c'est ce que demandait le peuple, hein, Absolument. non au 5e mandat, puis au départ de Bouteflika, etc. L'armée a été là pour veiller à ce que tout se passe bien. Et la preuve, nous en France, on avait des manifestations de gilets jaunes bien moins comparables aux chiffres d'Algérie. Et la répression a été la aussi répression a été terrible. Absolument. Violente. Alors qu'en Algérie, il n'y a eu aucun mort. Alors 100 qu'il y fois a eu plus des de millions de manifestants. personnes dans les rues. 100 fois plus de manifestants. Voilà. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'armée. Alors bon, après, il faut toujours contrebalancer. L'Algérie a eu la chance d'avoir un chef d'état-major qui s'appelait Gaïd Salah, qui a dit. Au départ, il était tangent. Il ne savait pas s'il devait être du côté de Boutef. Bon, Boutef complètement diminué. Oui, tout le monde Celui était, qui l'a fait. L'autre côté, on peut dire les voyous, les voleurs qui ont pillé le pays et qui se sont largement gorgés de pétrole et d'argent. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une discussion qui a été surprise entre deux responsables de la dictature qui montraient vraiment son visage, qui ont dit est-ce qu'on n'envoie pas la police, on va envoyer la gendarmerie parce que la gendarmerie va tirer, elle tuera. Ils ont voulu réitérer ce qui s'est passé en 88, le 5 octobre 88, quand ils ont tué des jeunes. Et là, on a eu de la chance en Algérie. Autant en 88, l'armée a été détestable, c'est elle qui a géré la répression. Autant là, elle a été honorable grâce à un homme, il ne faut jamais l'oublier. S'il avait choisi le pouvoir militaire, le pouvoir corrompu, parce que c'est pas l'armée directement qui dirige en Algérie quand on voit ce qui est dit, s'il avait choisi ce pouvoir corrompu, nous aurions eu un bain de sang. Et fort heureusement, ils ont tiré un enseignement de ce passé et ils ont évité le piège. Mais après, quand les militaires prennent le pouvoir, en règle générale, c'est bien de le rappeler Nicolas,
En règle générale, un militaire qui prend le pouvoir, il n'est pas là pour faire dans la dentelle non plus. On le voit en Amérique du Sud, tous les coups d'État militaires. On l'a vu un petit peu partout. Surtout en Amérique du Sud. Surtout, c'est le pire, je pense. Ouais. En général, quand il prend le pouvoir, les libertés sont évidemment annulées. Le droit n'existe plus, le droit individuel encore moins. Bref, tout ça, ça conduit à des dérives extrêmement violentes qui font que mieux vaut un pouvoir civil que militaire, évidemment. Ouais. Bon, en tout cas, la Birmanie, c'était bien d'en parler. Merci Gamal de l'avoir fait, Merci, bien entendu, pour illustrer un petit peu ce qui se passe. Oui, non, mais évidemment. Et c'est ce qui fait un peu la spécificité, justement, lorsque je demande et propose aux chroniqueurs participant à cette émission, dont tu fais partie maintenant, Nicolas, eh bien, c'est de pouvoir emmener leur sujet, ce qui permet de mettre en lumière des sujets qui ne seraient pas forcément abordés, parce que on est, je vais le dire, clairement, on pratique pas la langue de bois ici. On est aussi dans le marasme de l'actualité et obligé de commenter parfois des choses que l'on entend partout, mais à notre sauce. Voilà. Et justement, tiens, un petit point rapide sur ce dont on parle depuis 1 an maintenant, qui nous empoisonne la vie à nous tous. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. C'est la Covid-19 et cette menace de reconfinement localisé. Est-ce une bonne stratégie, Nicolas? Justement, on voit que les chiffres sont vraiment pas du tout pareils de l'Est à l'Ouest. L'Ouest qui est plus ou moins épargné quand même. D'ailleurs, le département le moins touché, c'est le Finistère. Le fait de localiser les confinements, est-ce que ça te paraît une bonne solution? Ah là, t'as trouvé l'homme qu'il fallait, là. Ouais. Ah oui, non, Ouais. parce que moi, je viens d'un parti, les centristes, et, Ouais. et nous, le maître mot, c'est décentralisation. Et là, territorialisation, on peut pas fermer des restos, fermer des écoles, en Charente-Maritime, à Paris ou en Côte-d'Armor. Ouais. Hier, avant de passer sur une chaîne de télé, j'ai appelé le maire de Saint-Quay-Portrieux, c'est dans les Côtes-d'Armor, Thierry Simulière, et je lui demandais les chiffres, en plus il est médecin, je lui demandais les chiffres d'hospitalisation en réanimation. Vous savez combien? 3. 600 000 habitants, Côte-d'Armor, 3 en réanimation Covid. On nous écoute à Dijon, en Côte-d'Armor, sur le 105.1. Donc voilà, donc il faut absolument... Les décisions ne doivent pas être les mêmes à Paris, à Dijon, on est d'accord. à Côte-d'Armor. Ouais. On est beaucoup plus réactif D'accord. quand on déterritorialise les décisions. La question ne se pose même pas. On aurait dû le faire. C'est même pas Castex qui l'a amené. On aurait dû le faire dès le départ, Bien dès sûr. le début. Ça, c'est une bêtise totale. Ouais. Nasser, tu partages l'avis de Nicolas pour le coup? Je partage complètement. pour une fois. effectivement. Pour une fois. Non, Allez, non, c'est bon, mais- ça commence bien. Ça commence bien. C'est ce qui apporte au débat, Nicolas, je te rassure. Non, mais je rejoins complètement ce qui a été dit. Fais gaffe, Nicolas, il va te mettre du somnifère dans le thé. Fais gaffe. C'est vrai, je partage complètement, mais en même temps, quand on voit le week-end, tu vois, le monde qu'il y a dans les rues, le monde qui sort, c'est que les gens ont aussi ras-le-bol de tout ce qu'on subit. Effectivement, là, la période, elle est très compliquée, très difficile, et il faut être patient. Je pense que nous, par contre, la région parisienne, on ne sera pas épargné d'être Qu'est-ce qu'il faut mieux confiné. là? Est-ce qu'il faut qu'on reconfine parce que le pic est attendu vers mi-mars. Absolument. Alors, est-ce qu'il faut À propos du variant anglais. Oui, le variant anglais, bien sûr. Est-ce qu'il faut qu'on reconfine mi-mars pendant 3 semaines? Je sais, est-ce qu'on se confine complètement et puis on laisse passer le variant anglais? Le problème, il n'est pas là d'ailleurs. Le problème, c'est les vaccins. On en parlait tout à l'heure en antenne. Absolument. On a beau confiner, mais si on n'a toujours pas de vaccin, on est toujours. On en parlait tout à l'heure en antenne. Moi, j'ai une maman qui a 93 ans. J'arrive toujours pas à l'inscrire sur. Mais ça, Ah bon, c'est carrément. grave. C'est 93 grave. ans, j'arrive toujours pas à l'inscrire pour qu'elle se fasse vacciner. Donc, le problème, c'est même pas le variant, c'est la vaccination. Non, mais absolument. Ils Absolument. ont C'est pas montré normal une pour un pays capacité comme la chronique. France. Mais Un on est en pays comme la retard. France, normalement, elle doit Moi, être j'ai à envie la de me hauteur. faire vacciner. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Parce qu'on voit en Israël, par exemple, j'ai vu les chiffres. Ils ont tout à cartonné, l'heure. ouais. Oui, ils ont cartonné, mais pour autant, les chiffres de contamination sont en hausse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est c'est pas- faux. écoute, non, c'est faux maintenant, c'est faux Non, maintenant. c'est Ouais. cartonné. Non. Oui, non. Il faut être très honnête là-dessus. Moi, je suis aucune sympathie pour Israël, vous le savez déjà. mais je sais rendre à César ce qui appartient à Bernard. En l'occurrence, Netanyahou, qui, on peut le critiquer sur tous les fronts, et je le critique depuis toujours, a montré l'exemple, ce que Macron n'a pas fait. Netanyahou a été se faire vacciner en public avec le sourire au bec pour dire « vaccinez-vous ». Et ils ont vacciné massivement, alors sans doute pas en leur demandant avec la politesse, Véran l'a fait aussi avec son petit téton. très tard. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris du retard, alors que
Lui, ils ont acheté des doses beaucoup plus chères, Israël, mais ils ont vacciné 80% de la population. Il y a une chute totale des contaminations. Alors, au début, non. Effectivement, c'est pour ça qu'ils réagissaient. Au début, non, mais maintenant, effectivement, il y a un décalage de 15 jours, 3 semaines. Voilà. Donc, la réalité, elle est montrée là. C'est-à-dire que non seulement ils ont montré qu'ils avaient confiance au vaccin, ce qui est difficile d'avoir confiance dans un vaccin développé en moins de 10 mois, mais ils n'en développent pas moins que les résultats sont édifiants. Ensuite, en France, le problème, c'est qu'on fait tour de mi-mesure. Et je prends un exemple qui est vraiment. Alors, c'est amusant de parler de l'Algérie par rapport à la France. L'Algérie, parce que je suis originaire d'Algérie. En Algérie, oui, ça se voit pas. En Algérie, ils ont fermé la frontière dès le début. Ils n'ont même pas cherché à savoir. Ils ont eu un Italien qui est arrivé, une contamination, on ferme tout. Ils ont fermé la frontière, ils ont fermé les wilayas. Non, moi, beaucoup moins parce que c'est touristique. Oui, il a fallu le temps d'installer ça. Et c'est pour ça qu'ils ont des résultats un peu moins bons, malheureusement. Mais moi, je déplore parce que le Maroc, en termes de capacité à répondre à une pandémie, c'est difficile. On est en Afrique quand même, il faut le rappeler, c'est pas un pays riche. Mais ils vont y arriver, mais il faut du temps. Ce qui se passe en Algérie, c'est qu'ils ont tout fermé jusqu'au wilaya, donc les régions en gros, et ils ont fermé tous les transports en commun. Gamal, je te confirme pour Israël, donc il y avait un déconfinement de prévu, un 3e déconfinement qui est pour l'instant suspendu parce qu'il y a des chiffres qui sont en hausse pour l'instant, malgré la vaccination massive. Mais non, la vaccination a porté ses fruits, mais ils n'ont pas tout vacciné. Il y a encore 20%. Donc, oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, on n'arrête pas de nous dire et de nous répéter à longueur de plateau que la vaccination va régler tous les problèmes. Bah, force est de constater qu'elle ne réglera pas tous les problèmes, parce qu'Israël est un bon exemple. Ça ne réglera pas tout, ça réduira la pandémie de façon évidente. Que ce soit Nasser ou moi, on a chopé le Covid, donc maintenant en termes de crainte, voilà, donc là on est beaucoup moins inquiété. Mais c'est vrai que. Il y a que moi, je suis un guerrier, moi. Parce que le variant anglais, on peut le rattraper, même si on était. Non, mais on peut tous les rattraper, mais notre corps connaît la maladie. Bonhomme, moi. Pas de Covid. Il s'est approché de moi. Pas trop vite. Au positif, oui, je suis au positif. Ça joue peut-être pour ça. Oui, non, ça pas. Mais pour dire, voilà, en gros, les mesures prises en France sont inadaptées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu, c'est un petit peu Churchill qui disait, vous vouliez la paix sans l'honneur, vous aurez la guerre dans le déshonneur. Là, c'est pareil. Ils voulaient l'économie. Sans le risque sanitaire, ils ont le risque sanitaire et l'économie qui s'effondre. Voilà. Bon, allez, dans un instant, on va parler de sujets gravissimes qui vous concernent tous. Et là, on a tous besoin de vos avis au 01 40 33 9000. On va parler évidemment du sujet à la une. On écoutera aussi Nicolas qui a un sujet à nous faire là-dessus, puisqu'il a été au plus près de cette affaire Youri qui a touché son arrondissement, dans le 15e arrondissement. L'affaire Youri, vous vous en souvenez, cette affaire très médiatisée. On va parler avec Nasser Lagili des bandes rivales que tu connais peut-être vers chez toi à Gennevilliers. Oui, forcément. Rivalité, on en a connu. Oui, on en connaît. Et c'est pas d'aujourd'hui, il faut le rappeler. Il faut pas faire mine de découvrir, ça existe depuis longtemps, ces bandes rivales évidemment. Mais quand même, la semaine dernière fut une semaine noire avec 2 jeunes en Essonne et un 3e gratuitement à Bondy. Qui va être enterré d'ailleurs aujourd'hui ou demain. Ses parents sont sur place, imaginez-vous. Ce qui est vraiment pas normal de perdre un enfant de 15 ans. Vraiment pas aujourd'hui. Allez, dans un instant, on en reparle avec vous. Et on va parler aussi de l'affaire du traitement médiatique parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur Ayman. Comme quoi il faisait partie d'un trafic de stupes, que c'est un règlement de compte. En fait, il n'en est absolument rien. C'est un gamin qui avait battu tout simplement un mec à la boxe et le grand frère n'a pas supporté. Il est venu et l'a buté de sang-froid. Et d'ailleurs, les 2 hommes se sont rendus par eux-mêmes au commissariat. Ils ont été d'ailleurs déférés après leur garde à vue qui a duré tout le week-end. On en reparle dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. C'est le LGF, le grand forum sur France Maghreb de votre émission, la seule, l'unique. On parle vrai dans cette émission avec Gamal Abina, avec Nicolas Jeannetet et Nasser Lagili. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Salam Mama. Si je te dis 2M, Samira et Nesma, tu connais ? Oui, bien sûr, c'est les meilleures chaînes du Bouquet Maghreb que je regarde tous les jours. Et si je te dis que le Bouquet Maghreb organise un jeu concours pour te faire gagner des cadeaux incroyables ? Vraiment ? Oui maman, le Bouquet Maghreb t'offre une chance de gagner une voiture, un voyage à Dubaï, une TV 4K et des dizaines d'autres cadeaux. Pour participer, c'est simple, tu t'abonnes au Bouquet Maghreb de ton opérateur et tu t'inscris sur lebouquetmaghreb.com pour participer au grand tirage au sort après le Ramadan. Rendez-vous vite sur lebouquetmaghreb.com. Conditions et règlements du jeu disponibles sur lebouquetmaghreb.com. Fire, 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 fire. ديتو ما توديتو قلبك قاس دوني وما توليش ولد مرا نسيت لا ما نسيت وما تحساسي ويا بنادم تلقاه وربي معاه ربي معاك وان شاء الله زينة باش نمشي ونخلي المدينة ويزيني ما عاش عذاب نحب نرتاح تربح ثوابه وكان المولى عالم بينا
في النوبة دهمتي بوت قصد بس ومختار قلبي معك دواء انتي شمع بك الدمع وانا النار يا لك لما وما ننساكش ليل نهار فاني ما تزيني فيك الماريوانا دنيا ومكتوب وحوالك محسوب خليك معايا نغلط ونتوب وليد مندوب انتي المراية فاني وما تزيني فيك الماريوانا دنيا ومكتوب وحوالك محسوب خليك معايا نغلط ونتوب وليك مندوب انتي المراية غني من نسيني في الماريوانا France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum avec Nasser Lajili, Kamal Abina et Nicolas Janoté sur France Maghreb 2. On va parler évidemment longuement dans cette émission de ces rixes entre bandes rivales, mais aussi de ce qui s'est passé à Bondy. C'était vendredi dernier aux alentours de 17h. Un jeune gamin de 15 ans qui s'est fait tirer dessus. Voilà, il est mort. C'est tragique évidemment. La ville de Bondy est en émotion et surtout sa famille, qui nous présentons d'ailleurs toutes nos condoléances et qui vont l'enterrer du côté de Sétif en Algérie. Voilà, donc il est intéressant d'en parler aujourd'hui et de s'intéresser au traitement médiatique de cette affaire, parce que les médias, parfois, on est dans l'information en continu, on est dans l'information rapide à celui qui va dévoiler le premier l'information, et parfois on peut dire, et beaucoup de fois d'ailleurs, des bêtises, salir une famille, comme ce fut le cas encore avec le jeune Ayman. Mais Nicolas Janoté, lui, souhaite nous en parler et faire un peu de pédagogie, mon Nicolas. Alors c'est à toi, nous t'écoutons, et en rappelant quand même que tu es délégué en charge de la sécurité dans le 15e arrondissement de Paris, et qu'à ce titre, tu as suivi de très près, concerné bien sûr par cette affaire qui a été très médiatisée, l'affaire Youri, Nicolas. Oui, l'affaire Youri, j'étais d'ailleurs le soir même sur la dalle de Beaugrenelle, puisque les familles qui habitaient ces tours m'ont appelé en disant mais qu'est-ce qui se passe. Ils ne savaient pas trop si c'était une agression simple ou si il y avait une rivalité entre bandes. Et donc je suis là le matin. Mais je voulais revenir sur toutes ces affaires, et je voudrais bien qu'on fasse bien une différence entre les rixes, les bandes rivales et les violences urbaines. Il y a trois choses différentes. Il y a d'abord les rixes à Marseille. Gérald Darmanin est allé il y a quelques jours à Marseille pour renforcer la police. Les rixes à Marseille, c'est des rixes sur des enjeux de drogue et de trafic de drogue. Ça, c'est une rixe particulière. La deuxième, c'est l'affaire Youri, ou les affaires de l'Essonne. Là, c'est les rixes qui se déroulent, je dirais même plus, qui pouvaient se dérouler sur des enjeux de territoire, mais en fait, on se rend compte que pas du tout. C'est des simples bagarres, souvent sur des sujets futiles, sur des prétextes totalement dérisoires. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, c'est l'affaire de Bondy, si on peut l'appeler l'affaire de Bondy. C'est, tu n'as pas voulu le dire, mais c'est quand même un règlement de compte entre deux gamins qui se sont affrontés à la boxe, et un perdu depuis 1 an, il veut casser la gueule à celui qu'il n'a pas pu combattre, et il a envoyé son frère pour le tuer. Là, en revanche, on pourrait s'interroger sur un autre débat encore, qui est la circulation d'armes, et comment aujourd'hui à Paris ou en banlieue, on peut acheter pour 1 500 € ou même moins une arme, voilà, une arme pas blanche, une arme létale. Les armes létales, c'est les armes à feu, et comment ils ont eu cette arme. Donc il faut bien faire la différence entre les rixes à Marseille sur fond de drogue, la rixe de Youri, l'affaire Youri ou l'Essonne, qui sont pour moi des bagarres, et on pourra en discuter, voilà. Et puis Bondy, qui est un règlement de compte qui n'a rien à voir avec une rixe. Voilà, c'est trois choses différentes. Deuxièmement, ces rixes, on pourrait se poser la question, est-ce qu'elles sont nouvelles ? Non, elles ne sont pas nouvelles. Ça existe depuis 60 ans. Gilles Pergaud avait écrit un bouquin, La guerre des boutons, qui a été mis en film par, c'était Yves Robert, je crois, en 1960, La guerre des boutons. Et on ne peut pas dire que c'est urbain, puisque la guerre des boutons, c'était entre deux petits villages. Donc, les violences urbaines, là, on est dans les violences générales. Donc, elles sont pas nouvelles. Les blousons noirs aussi. Voilà, elles sont pas nouvelles. Est-ce qu'elles sont plus importantes aujourd'hui ? Pas forcément.
Toutes les statistiques montrent, moi j'ai eu des discussions avec le ministère, avec le procureur, on s'est un peu pris la tête quelquefois là-dessus, elles n'ont pas forcément augmenté, sauf que, effectivement, l'affaire Yori a mis la violence qui a été médiatisée, etc., a mis en lumière, bien évidemment, toutes les autres rixes qui se déroulent sur le territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, il y a une rixe tous les 3 jours, même tous les 2 jours. Depuis l'affaire de l'Essonne, il y en a eu pratiquement tous les jours. 99 rixes en Essonne pour l'année 2020. Voilà. Alors, la question qu'on se pose, parce que là, Gérald Darmanin... 99. Gérald Darmanin reçoit aujourd'hui tous les préfets, etc., tous les acteurs pour essayer de faire un état des lieux. Enfin, là, je rigole, parce que faire un état des lieux, quelque chose qui existe depuis 30 ans, j'espère qu'on s'y attelle tout le temps et qu'on n'a pas baissé la garde. Apparemment, on a baissé la garde, mais je vais y revenir. Il y a 2 simplement phénomènes nouveaux. Aujourd'hui, en 2021, c'est les réseaux sociaux. C'est quand même très important, c'est-à-dire que la rixe, ou même la bagarre, elle prend naissance sur les réseaux sociaux. Souvent, on interpelle un autre groupe d'un autre quartier, ou parce que une fille a été draguée par un autre quartier, ou parce qu'il y a un scooter qui a été vendu par le village d'à côté, mais il a été mal vendu. Et on crée une bande en vitesse. Et bon, elle se crée sur les réseaux sociaux. Elle continue, elle se déroule sur les réseaux sociaux, puisqu'en général, elle est filmée par les réseaux sociaux, parce que bien évidemment, on vit dans une époque... et elle se termine sur les réseaux sociaux, puisqu'on note même aujourd'hui les vidéos des rixes avec des likes, et des trophées entre les bandes. Donc ça, c'est le premier phénomène, les réseaux sociaux. Et là aussi, la police, à mon avis, est très en retard. D'ailleurs, Gérald Darmanin l'a reconnu. Il a fait le constat de dire, bah oui, on est démunis parce que tout prend naissance, tout continue sur les réseaux sociaux. Enfin bon, j'ai envie de dire, c'est à l'État et à la police d'être un peu plus en avance sur les réseaux sociaux. Et deuxième petite caractéristique quand même, c'est la violence. Je pense, alors les sociologues et les pédiatres disent que non, mais la violence a quand même augmenté de ces rixes, et je pense qu'elle est augmentée par la violence qu'on a sur les jeux vidéo, ou la violence des films vidéo. Et d'ailleurs, on le voit, quand moi j'ai lu des rapports de police, je me suis entretenu avec les parents, même avec des gamins, ils se disent, souvent on part avant ce bagarre, on met un tournevis dans la poche, pas pour tuer, parce qu'on a peur de se faire agresser. Et ils sont désinhibés au moment de sortir le tournevis ou l'arme blanche, et ils savent plus d'ailleurs à ce moment-là s'il faut qu'ils mettent play ou pause, ils savent plus si c'est dans le jeu vidéo ou dans la réalité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Alors après, je vais peut-être m'arrêter là, j'ai peut-être un peu trop long, à parler des solutions, parce qu'il y a quand même des solutions, et notamment il y a 2 solutions, mais là il faudra rentrer dans le détail, parce que c'est vachement intéressant, c'est la prévention et les sanctions, quelle prévention et quelles sanctions, mais je vois que mon ami lève le doigt, là, il a envie de parler, là. Non, même pas. T'es pas d'accord avec moi? Non, pas du tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis même... je voulais tout simplement interpeller Christophe pour dire que je peux enchaîner avec ce qui a été dit, parce que tout ce que tu soulèves, je l'écris entre guillemets dans le texte, et qui donne un peu plus d'éléments sur les interrogations qu'on se pose. Voilà, après je sais pas si Christophe je peux enchaîner là-dessus. Monsieur le rédacteur en chef. Tu vas enchaîner dans un instant, puisqu'on va faire un petit point sur l'actualité, puisque le monde bouge quand même. On fait un petit point sur l'actualité puisqu'il est 17h, et Jamel aussi nous attend du côté de Chanteloup-les-Vignes, qui a un petit mot à dire là-dessus, bien entendu. Et on parlera aussi de cette affaire Aymen et de son traitement médiatique. Est-ce que c'est encore une manière de stigmatiser les banlieues que de mettre tout le monde dans les mêmes cases, c'est-à-dire mec, tu es en banlieue, bah forcément, c'est trafic de drogue. À tout de suite. Il est 17h, le rappel des titres de l'actualité sur France Maghreb 2. On est de retour très vite avec nos débatteurs jusqu'à 18h dans le LG. Merci, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb. Le LGF avec Nicolas Jeannetet, avec Gamal Abina et Nasser Lajili, donc qui a écouté attentivement Nicolas Jeannetet et qui souhaitait en profiter pour faire son petit éclairage à sa sauce, à sa manière, pour être peut-être complémentaire à celui de Nicolas Nasser. Absolument. Alors, non, pas du tout. Mon micro n'était pas ouvert, ça y est, il est ouvert. Oui. Ils seraient de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, ils agiraient en bande et n'auraient plus de limites. Ce sont les jeunes délinquants. Le phénomène serait grave et inquiétant. J'entends plus rien par contre. On t'entend, t'inquiète. Voilà, et... je me rappelle. Tu m'as fait louper. Tu vois, tu m'as fait louper. Voilà. Il serait révélateur d'une société qui sent sauvage. Mais de qui parle-t-on ? De la jeunesse déviante de 1910, de 1950, de 2020.
On frôle la ritournelle de ceux depuis l'Antiquité, puisque Platon lui-même déplorait la déviance de la jeunesse. Dans de nombreux récits. Si le phénomène tel que le relayé par les médias est préoccupant, il est utile de préciser qu'il n'y a pas plus de rixes aujourd'hui qu'il y en avait voilà 10 ans, 20 ans ou 50 ans. On dénombrait ainsi 400 rixes en 2010 comparé aux incidents relayés ces derniers temps. Beaucoup de sociologues travaillent sur le phénomène comme Marwan Mohamed, Éric Marlière ou encore Laurent Mucchili. Tous s'accordent sur le fait que le phénomène n'est pas plus fort qu'aujourd'hui qu'il ne fut par le passé. Ce qui est nouveau, c'est que ces jeunes ont... c'est dur à dire. Oh là là. C'est que ces jeunes ont moins de perspectives d'avenir qu'hier. Les blousons noirs, lorsqu'ils voulaient sortir de la marginalité, pouvaient traverser la rue et trouver un emploi dans une usine. Ce qui est loin d'être le cas pour les jeunes d'aujourd'hui. Très bon, très bon. Autre élément nouveau, c'est la caisse des résonances que provoquent les réseaux sociaux et les chaînes d'information continue qui accélèrent et amplifient la diffusion de l'information. Il faut aujourd'hui sortir de l'indignation pour se questionner sur le fond. Qui sont ces jeunes, excusez-moi. Comment prévenir l'échec scolaire? Comment garder le lien pour prévenir les risques de rupture? Pourquoi certains font le lien avec l'immigration, comme pour mieux masquer la question sociale qui se cache derrière? La réalité, c'est que la société est moins violente que dans les années 50-60. Mais on ne supporte plus les violences du coup. La surmédiatisation, des faits de violence qui tournent en boucle sur CNews, BFM et d'autres, donne une caisse de résonance exceptionnelle et crée un effet de loupe sur ce phénomène. Il n'y a pas de question d'en minimiser la réalité, ni taire l'impact des films violents, des jeux vidéo, ce qui soulevait tout à l'heure Nicolas, interdits aux mineurs qui leur sont pourtant accessibles d'un clic. Il n'est pas question de nier cette culture du clash, notamment dans la culture du rap qui fait que certains jeunes perdent tout repère entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. La question qui nous est posée à nous, adultes, c'est que faut-il faire ? Il nous faut prendre conscience de ce mal qui touche les jeunes, sans le surestimer ni le nier. Dans un ordre républicain comme le nôtre, il est bon de rappeler que ce sont des enfants qui ne sont pas encore complètement formés et qu'il en va de notre responsabilité collective de construire une société qui protège sa jeunesse. Au lendemain, après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, le Conseil national de résistance a créé en 1945 une ordonnance qui stipule qu'en matière de jeunes mineurs, il faut privilégier les mesures éducatives plutôt que la répression. C'est à la société de protéger sa jeunesse en tournant le dos à toute tentative de criminalisation, comme c'est beaucoup trop le cas dans les discours politiques depuis les années 80, notamment quand il s'agit de la jeunesse des quartiers populaires. Comment rééquilibrer les moyens mis à disposition des quartiers populaires, rapport aux beaux quartiers? L'éducation nationale met aujourd'hui 5 à 10 fois plus de budget par étudiant en classe préparatoire que pour un étudiant en université, et comme par hasard, ce sont des étudiants de l'université qui font la queue devant les distributions d'alimentaires. Comment contraindre les villes qui ne construisent pas assez de logements sociaux, comme pourtant la loi les y oblige? Il faut renforcer les montants de contravention car beaucoup préfèrent payer des amendes que construire des HLM. C'est là la guillotisation et l'échec scolaire qui provoquent ce phénomène de bande. La bande offre à ce type de jeunes un espace pour exister, s'affirmer, s'amuser, se venger en quelque sorte de ses échecs, en particulier l'échec scolaire, et échapper à une mort sociale annoncée. Les politiciens réagissent toujours de la même manière, posture d'indignation morale, annonce de renforts policiers et annonce de durcissement des sanctions dans une prochaine loi. Ces lois qu'on empile les unes après les autres au fil des gouvernements ne changent rien à la réalité. À part allonger certaines peines de prison, le problème est ailleurs. Dans la force des inégalités sociales et spatiales et dans la force des mécanismes d'exclusion sociale par l'échec, ouvrons des bibliothèques, ouvrons des gymnases et les équipements éducatifs et culturels, cela permettra aux jeunes de se défouler en faisant du sport ou des activités culturelles plutôt que de se taper dessus. Comme par hasard, lorsqu'il s'agit de cette jeunesse, nul ne fait le lien entre le contexte de la Covid qui pèse sur le moral de tout à chacun et l'impact que cela peut avoir sur ces jeunes qui souffrent d'un manque de confrontation au monde des adultes.
Voilà. Eh ben moi, je souscris à 300%. Bravo. Ah, bravo. Merci Nasser. Merci beaucoup. On va réconcilier le centre et la gauche. Oh, ça me rassure. Centre droit et gauche. Ouais, centre droit. Non, mais c'est au-delà de la gauche et de la droite. Mais bien Ça, sûr, c'est bien sûr. là-dessus, Oui, non, mais là, on est d'accord. Voilà. Et Faut sur pas. le fond, voilà, c'est le constat qui est là. Et malheureusement, plus on avance et plus on constate que les choses ne fonctionnent pas et qu'il faut peut-être aussi se poser les vraies questions pour Je vais vous donner améliorer un ce genre exemple de très problème. concret, très concret, de ce que j'ai vu chez une de mes stagiaires de 20 ans, qui m'a expliqué, chose que je n'avais pas vue, la mort de Samuel Paty, parce qu'elle a vu la décapitation. Le gars l'a filmé, on sait. Elle a vu la tête décapitée de Paty. Et elle a trouvé ça amusant. C'est-à-dire que c'est tellement devenu irréel, cette violence. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de cri. Qui sont capables et ils en regardent beaucoup des images violentes comme celle-là, je ne parle pas des gars, mais en règle générale, on les voit sur les réseaux sociaux, ils sont abreuvés de violences réelles, ce que nous ne connaissions pas. Nous, quand on était petits, on était des fans de Bruce Lee, mais on n'était pas des Bruce Lee dans la rue, parce qu'on n'était pas capable des performances de Bruce Lee. Aujourd'hui, la violence, elle est simple. Je veux dire, un coup de couteau, un coup de... Tout à l'heure, on parlait de tournevis. Et le problème, c'est que cette violence est dématérialisée, elle est désacralisée, elle est tellement désincarnée qu'on a le sentiment que les jeunes n'ont plus de distanciation vis-à-vis de la réalité, et qu'effectivement, au moment de passer à l'acte, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il y a plus de violence. C'est un mensonge. Il n'y a pas plus de violence, on l'a dit tout à l'heure. Je parle même pas à l'époque des blousons noirs. J'aurais voulu, moi, avoir par exemple, Marine Le Pen qui nous dise que la violence est plus en plus de violence. Je répondrais, ah bon? Mais qu'est-ce que c'était que les rues coupe-gorge? Les rues coupe-gorge, on coupait la gorge des gens pour les détrousser, on les dépouillait. Et à cette époque-là, il n'y avait pas d'étrangers. C'était la misère sociale qui conduisait à ça. Et aujourd'hui, cette misère sociale qui existe aussi est amplifiée, tu fais bien de le dire, Nasser, par le phénomène parce qu'il faut voir le nombre de jeunes qui se suicident actuellement, on oublie ça aussi. Le phénomène du confinement forcé qui fait que beaucoup d'étudiants sont totalement livrés à eux-mêmes, sont en détresse, non seulement économique, mais en plus psychologique, et se retrouvent confrontés à des séquences, comme on l'a vu dans le 15e, de violence extrême. Ouais. Moi, j'ai bien aimé justement tout ce propos-là sur le Covid, parce que je me suis fait incendier. Je l'ai dit sur BFM le soir de l'affaire Yuri, et j'avais la mère de Yuri au téléphone, et elle me disait, mais même une autre mère d'un copain de Yuri qui me disait, mais monsieur Nicolas, mais vous comprenez, mon fils, il peut plus jouer au foot, il peut plus se défouler, il est donc toute la journée sur les réseaux sociaux, toute la journée devant des jeux vidéo, le week-end, il peut même plus voir sa copine, j'arrive pas à le tenir, et donc dès qu'il y a un moment, un échappatoire, ils s'en vont, et là ils se relâchent, et là ils en peuvent plus. Et la Covid, le confinement, le couvre-feu sont il y a des répercussions. Et ont des répercussions aujourd'hui, et on ne s'en rend rend pas compte. Tu parlais du taux de suicide, il est très important en ce moment, notamment par exemple, j'ai regardé une étude l'autre fois aux États-Unis où le taux d'overdose de cocaïne, d'héroïne et d'autres a explosé, parce que les gens sont seuls chez eux, et malheureusement il y a des overdoses. Et en France, j'ai vu un papier dans Le Monde là, il n'y a pas longtemps qui disait que c'était dramatique en France. On va bientôt avoir les chiffres. Il faudrait qu'on fasse un sujet là-dessus, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est important. Voilà, ça c'est vachement important. Mais il faut noter une chose importante aussi, c'est que la violence, quand elle se retourne vers soi-même, ça dérange personne. On ne parle pas des suicides. On n'a pas de nom, on n'a pas d'image, on n'a pas de personne, on n'a pas de drame familial. Alors quand la violence s'exprime vers quelqu'un d'autre, là on parle que de ça parce que ça permet d'alimenter. Et puis en plus, quand psychose politique. Alors, vos appels au 01 40 33 9000, on va prendre Jamel, les amis. Le Grand Forum. Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Jamel de Chanteloup-les-Vignes, bonsoir mon Jamel. Salut mon Christophe, ça va? Bah ça va très bien, ouais, tu vois aujourd'hui. Nicolas, je vais saluer Nasser et saluer Gamal. Gamal à qui je vais faire un petit cadeau tout de suite. Comment? À Gamal avec qui je vais faire un petit clin d'œil tout de suite. Il y a Moussa Darmanin qui demande un état des lieux. Encore une fois, bienvenue en Absurdistan. C'est clair. En Absurdistan, oui. Absolument. Très bon. C'est les Allemands qui ont dit ça. On comprend rien. Ouais. Je ne veux pas revenir sur le dossier Covid, mais de là à me balancer 2 youtubeurs qui n'ont pas de masque pour faire de la sensibilisation. Magnifique. Les violences, c'est simple, on va en reparler. Comme je l'ai dit sur Twitter, encore une fois, je parlais de la chanson d'Ayam, Petit Frère. Ouais. Ça date. C'est Qu'est-ce qu'il était bon ce son. 97. Ouais. On est en 2020. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, Aymen la Rahmo, toutes nos condoléances à sa famille et puis aussi aux autres victimes, qu'elles soient mortes ou pas. On les salue, on les soutient. Déjà, on va commencer par là. Et le problème qu'on a, certes, il y a les réseaux sociaux qui font qu'en fait, on a une escalade. Ça devient beaucoup plus simple de planter un mec.
Et après, on s'en rend pas compte du geste. Hein. À mon avis, les deux qui se sont rendus direct après se sont rendus compte de leur geste, ils se sont rendus compte que ça allait être chaud pour eux là-bas, à la cité à Bondy. Après, c'est une supposition. Mais bon, voilà, parce que le petit Ayman, d'après une connaissance, c'était pas un gars louche avec un côté obscur. Non, c'était un très grand sportif, a priori. Voilà. Ouais. C'est un petit qui faisait du sport, qui était apprécié de tout le monde. Je pense. Après, il y a eu un très beau message de Kylian Mbappé d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis, ils ont essayé de lui prendre la tête. Non, mais ça a commencé dès l'après-midi apparemment. C'est-à-dire qu'il y a eu une altercation entre lui et effectivement ces quelques jeunes hommes. Il y a eu une autre altercation avec le papa de Ayman. Et ensuite ils sont revenus donc pour le tuer quoi, avec une arme délibérément quoi. C'était prémédité normal, visiblement. Quand on se sent faible, on cherche à avoir quelque chose qui nous rend fort. Et encore une fois, je vais reciter Ayam avec la 25e image, et là je remonte à encore plus loin que 97. C'est que voilà, à l'époque Scarface, les mecs étaient devenus tous dingues avec Scarface quand le film est sorti. Parce qu'ils n'ont pas compris le film. Il faut dire ce qu'il en est, comme quoi cette violence-là, Moussa nous demande un état des lieux, mais ça date d'il y a longtemps. Exactement. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème, encore une fois, d'éducation, on a un problème de respect. Et moi, habitant Chanteloup, je peux le dire, j'ai un gars qui habite, un voisin qui est super gentil, qui a toujours vécu à Chanteloup-les-Vignes, et qui me dit, bah ouais, t'as raison, il n'y a plus de respect. Moi-même, je passe vite fait, gentiment. Les gars ne manquent pas de respect. C'est qu'ils savent même pas c'est quoi le respect. Et moi, ça m'arrivait j'ai failli me faire agresser 2-3 fois. Pourquoi ? Parce que le gars était en tort. On marche sur la tête, hein. Moi, j'ai eu les 2-3 bons réflexes et pourtant, je suis une grande gueule, hein. Mais d'un autre côté, maintenant, moi, avec l'âge, j'ai grandi, j'ai mon petit dans les bras de 6 mois. J'ai pas envie de me faire planter par un mec ou parce que se faire attendre par une bande de vin, c'est simple. Le problème, c'est qu'on n'a plus de respect et qu'il y a une facilité de la violence. Pourquoi ? Parce qu'on est complètement abruti, et pas que par les réseaux sociaux et ça. Et ça date pas d'hier, c'est juste que c'est devenu tellement simple maintenant, comme c'est Nicolas qui le disait tout à l'heure, d'avoir une arme à feu, c'est encore moins cher. C'est comme la cocaïne, c'est devenu moins cher à l'heure d'aujourd'hui pour avoir une arme à feu. Merci mon Jamel, merci à toi. Merci beaucoup en tout cas, allez ciao. Ciao, 01 40 33 9 évidemment pour prendre la parole les amis, n'hésitez pas à venir interpeller nos débatteurs du jour. Alors les solutions maintenant, parce que face à... parce qu'on a fait les états des lieux, on a constaté etc. Maintenant quelles sont nos solutions, quelles sont les bonnes solutions pour tenter de mettre fin à ces stupidités et puis à ces morts pour rien quoi. Qui veut répondre et proposer qui est force de proposition dans cette équipe? Dans son petit billet, très bien écrit, il y a un mot clé qui est revenu, c'est prévention. Bien sûr. Prévention. Et là, c'est l'État qui doit le faire. Absolument. C'est ce qu'on appelle des politiques publiques de prévention. Le mot politique publique, c'est là où moi, je suis pas un étatiste, hein, je suis plutôt un libéral, donc je suis pas pour l'État en général. Mais là, c'est à l'État d'intervenir. Absolument. Et alors, je vais vous donner un seul exemple. Alors, il y a un moyen très simple, c'est les animateurs de rue, les éducateurs de rue et à l'école. Il faut les prendre, il faut dès le départ déceler le gamin qui est en rupture soit avec sa famille, soit avec l'école, parce qu'en général, le meneur de la bande, c'est celui qui n'est pas très bon à l'école, parce qu'il veut retrouver une reconnaissance au sein de sa bande et il devient le chef, donc c'est souvent celui qui a les plus mauvaises notes à l'école. Donc les éducateurs, il faut les doubler. Dans le 15e, je le disais déjà à l'antenne l'autre fois, le 15e, c'est 230, 240 000 habitants. C'est comme Bordeaux. On a entre 10 et 12 éducateurs de rue. C'est-à-dire que les mairies... c'est pas assez. Là, je vais faire un peu de politique, mais Hidalgo et toutes les mairies de gauche avant, Delanoë et compagnie, sur le 15e, ils nous ont mis 12 éducateurs de rue. Je les connais, les associations qui gèrent ça. Avant ou pas ? Hein ? Avant, il y en avait des avant, c'était Chirac, j'étais pas né. Non, mais... Chirac après Jésus-Christ. Mais Chirac, à mon avis, en avait beaucoup plus. Mais c'est souvent la gauche qui, finalement, n'est pas très bonne sur cette prévention et sur ces phénomènes. Donc, de la prévention, ça passe par un doublement, un triplement des éducateurs de rue pour discuter dans les écoles. Et puis, dans la prévention, il y a
il y a un petit mot sanction quand même, qui est la sanction au plus jeune âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une structure familiale qui est complètement chamboulée. On est dans ces familles, je l'ai dit l'autre fois à l'antenne aussi, monoparentales, où, je rappelle encore, quand j'étais petit, que je faisais une connerie, je rentrais à la maison, le père me donnait une bonne claque sur la gueule ou sur la fesse, au lit, t'as pas à manger, t'es privé de sortie le week-end. Les claques sont interdites aujourd'hui. Et alors, donc, non seulement il n'y a plus de père, parce que souvent c'est les monoparentales, donc la mère arrive à 22h, crevée, mon fils, mon chéri, etc. T'as été à l'école? Oui, bien sûr, maman, j'étais à l'école, etc., etc. Et en même temps, à l'école, on peut plus faire de sanctions, parce que dès qu'on peut plus donner de gifle, et en plus, même si on donne un blâme à un enfant, la mère de famille va dire, mais il a fait quoi, mon fils? Donc, il n'y a même plus de section à l'âge de 10 ans et 12 ans. Et donc, ça pose un vrai problème d'autorité. Et après... je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, Nicolas. Il faut qu'on parle après des sanctions plus pénales, mais on pourra en parler aussi. Alors, on va accueillir Hadj qui nous appelle du Périph', quand on vous écoute partout, sur France Maghreb 2, évidemment. Bonjour, Hadj. Bonjour. Bonjour, Hadj. Alors, toi, tu nous as appelé, tu avais envie de réagir, t'écoutes le sujet, t'écoutes le débat et ça te fait réagir. Qu'est-ce qui se passe, mon Hadj? Bon, déjà, bonjour, puis je vous remercie de donner la parole, et puis franchement, c'est une bonne émission. Vous nous donnez souvent la parole. Bref. Donc je voulais intervenir. Moi, je suis un papa, et tout à l'heure vous avez dit faut que ce soit à l'État d'intervenir. Bon, j'ai pas dit qu'il faisait rien l'État, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai un fils qui a 14 ans. Il avait des problèmes au collège et avec des gars qui venaient d'un autre collège. Donc alors moi, ce que j'ai fait, j'ai réussi à trouver l'un des principaux on va dire caïds de la bande. Et j'ai été voir ses parents, j'ai pas réussi avec ses parents. Donc après, j'ai été au commissariat. Et au commissariat, on m'a dit quoi? On m'a dit, tant qu'il n'y a pas de coups de blessure, c'est pas la peine de porter plainte. Donc malheureusement, ce que j'ai dû faire, c'est intervenir tout seul. Donc j'ai attendu à la fin du collège, j'étais à 10, et j'ai été voir les 10 jeunes, et je les ai raisonnés, puis après ça s'est arrêté là, en espérant que ça n'aille pas plus loin. Ouais, heureusement. Donc voilà, voilà, bon, l'État, ok, mais je sais pas. Ouais. Donc, déjà, faut Hadj, je suis désolé, je veux pas te couper la parole, mais j'ai la pub qui arrive tout de suite. En tout cas, merci de ton témoignage, Hadj. Voilà, c'était vraiment pas de ma volonté de te couper le chiquet, mais pour le coup, là, j'ai la pub et je peux rien y faire. Si tu veux nous rappeler tout à l'heure, évidemment, n'hésite pas. À tout de suite sur France Maghreb. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et c'est la suite du LGF, merci d'être avec nous. Chacun peut prendre la parole dans cette émission. Le peuple a la parole avec Gamal Abida, avec Nicolas Jeanneté, avec Nasser Lajdi qui sont avec nous aujourd'hui pour débattre autour de ces sujets, de ces rixes, de bandes rivales, de ces causes, de ces constats que l'on a fait. Et maintenant on en est à la phase solution, à la phase essayer de trouver une solution pour éviter justement que notre jeunesse ne sombre, messieurs, parce que c'est bien là la problématique. C'est notre jeunesse aujourd'hui, on a tous eu 14, 15, 16 ans. Est-ce que d'abord il n'y a pas un effet quand même de violence chez les de plus en plus jeunes, j'ai l'impression, non? Je me trompe ou pas, Nicolas? Non, je pense pas. Je pense que, enfin oui, indirectement, parce que on regarde. Avant, c'était plus quand même des 15-16 ans, voire 18 ans. Maintenant, on est descendu en dessous des 14 ans maintenant. Enfin, dans les RICS, tous les sociologues en parlent. Il y a toujours eu des jeunes, absolument. Puisque les plus âgés entraînent les petits jeunes et se servent des plus jeunes pour justement, voilà. Donc, on met l'accent sur des 12 ans, 13 ans, mais il y a toujours eu des jeunes dans les RICS. Alors, sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, ils regardent des jeux vidéo, voilà, et des films très violents. Ouais. Alors, Rachid est avec nous. Bonsoir, Rachid. Salut Christophe, salut à toute l'équipe, ça va? Bonsoir, ça va très bien. Tu nous appelles d'où, mon Rachid? Amiens, Christophe. Amiens, Amiens, je connais bien. Ah oui, Amiens, c'est la ville d'Emmanuel Macron. Exactement. Il était hier, il parlait au Touquet. Vous avez été donc faire un petit tour au Touquet pour voir Brigitte et Emmanuel? Non, personne. Ok. Rachid, on t'écoute. Il y a ce phénomène d'abord du côté d'Amiens, de bande rivale. Ouais. Chez Amiens, on a dans pratiquement les villes moyennes, grandes villes, que ce soit Amiens, Reims, Angers. C'est un problème qui est vraiment global, puisque aujourd'hui, moi en tout cas, pour ma part, je pense que le souci vient, comme on le voit à Amiens et comme dans beaucoup de villes, c'est la ghettoisation. Tant qu'on n'arrêtera pas d'entasser des classes populaires, même pour pas être péjoratif, des classes, on va dire, entre guillemets, pauvres, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais parce que ce qu'on voit en France, on ne le voit pas en Espagne, on ne le voit pas en Allemagne, on ne le voit pas en Belgique, encore moins aux Pays-Bas. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Et tant qu'on fait ça, ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. Dès qu'une classe populaire, une famille à faible revenu cherche un logement, qu'est-ce qu'on fait?
on la met directement dans un quartier dit zone prioritaire. Ils font des enfants. Et en plus, dès qu'ils grandissent, ils cherchent du travail. Aujourd'hui, en 2021, c'est encore plus difficile qu'il y a 20-30 ans. Oui, c'est vrai. Quand tu mets sur le CV que tu viens de Bondy, c'est pas pareil que si tu viens du 16e. Hein. Exactement. Donc, tu peux chercher des solutions, en fait. Des solutions, je pense qu'il y en a, mais ça sera mettre un sparadrap sur une jambe de bois. C'est très intéressant ce que nous dit Rachid, messieurs. Merci beaucoup d'ailleurs, Rachid, de nous avoir soulevé cette problématique. C'est vrai que là, pour le coup, on est en train de trouver des solutions, mais c'est un problème, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. On a fait des ghettos depuis les années 80, 70-80, et aujourd'hui on en paye des conséquences. Moi j'ai écrit un article qui a été publié en Angleterre par rapport à ces questions, parce que le monde anglo-saxon ne comprend pas la France. Ils ne comprennent pas les principes de laïcité, ils ne comprennent pas cette façon de créer des bantoustans, des banlieues ethnicisées, même si ça existe chez eux, mais beaucoup moins. C'est plutôt sur les critères économiques que les anglo-saxons font l'exclusion. Nous c'est vraiment des critères qui sont réellement des questions liées à l'origine ethnique. Et donc, effectivement, pour trouver une solution, il faut d'abord casser le principe de concentrer les populations en fonction de leur pays d'origine. Parce qu'on ne peut pas élever une population si les parents peu éduqués se côtoient entre eux et n'apportent rien. Nous, on a connu les banlieues qu'on appelait, qui étaient des mixités sociales, et ça fonctionnait très bien. Donc, l'élévation de ma génération en termes intellectuels et en termes scolaires n'a aucune comparaison avec ce qu'on suit. Oui, mais ce que vous dit Rachid, c'est qu'on aura beau trouver toutes les solutions du monde, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème qui émane d'un projet politique de l'époque, on n'arrivera à rien. C'est-à-dire qu'on a fait des ghettos, on a fabriqué des ghettos. C'est ce que je dis, il faut casser les réseaux. Mais comment sociaux. Tu fais maintenant? Moi je pense que il faudrait qu'ils fassent du logement social. Mais au-delà des villes, même au-delà des villes. Quand un enfant pose problème et que c'est un leader de groupe, il est identifié très vite celui-ci. Il doit être avec sa famille. Exporté ailleurs. Il faut le mettre dans une zone. Exporté carrément. J'aime pas le mot. Non, mais je fais exprès. J'utilise le terme à dessin. C'est dégueulasse ton mot là. Exporté. Pourtant, je suis de droite. J'aime pas ce mot-là. Alors, je vais pas dire déporté non plus, mais je il doit être. C'est ta limite. Je vais utiliser un terme. Il doit être. J'ai cher plaisir à la droite. Il doit être décentralisé. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit exclure littéralement d'un quartier une personne qui se comporte mal pour l'emmener dans un endroit. C'est très quoi. Alors, je te coupe. On l'a essayé. On essaye quelquefois dans le 15e quand il y en a vraiment une famille qui engraine un peu c'est extrêmement difficile parce que c'est sur décision de justice et alors c'est des procédures qui n'en finissent pas, c'est extrêmement compliqué, mais effectivement c'est une des solutions. Alors l'autre solution, je vais en parler directement, c'est important, c'est que le problème de la police, c'est qu'elle ne travaille pas avec le peuple. Alors je vais être très clair, moi je ne fais pas une généralisation de la police, qu'il y a de bons policiers et de mauvais policiers, mais je constate que quand un enfant fout la pagaille et que les parents, qui sont très souvent, contrairement à l'idée reçue, ne sont pas complices, ils sont démunis. Je rappelle que les parents dans une cité qui ont un monde qui devient délinquant, ils se battent pas contre le monde, mais ils se battent contre la cité. Allez expliquer à un monde, ne pas dire wesh wesh à la maison. C'est une bataille de tous les jours. Donc des parents qui sont peu éduqués, qui ont des enfants qui se comportent en dérive comme ça, effectivement, il y en a certains qui sont là si ça arrive, mais l'immense majorité n'ont pas vocation à voir leurs enfants être délinquants. Donc ce qui se passe, c'est que la police qui intervient, au lieu de travailler avec les parents de concert pour limiter le rôle négatif que peut avoir la cité sur son enfant et améliorer les conditions de l'enfant, ce travail n'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a décidé de dire chacun son travail. La police dans le répressif, ce qui est un tort, au lieu de faire dans le préventif, et les parents culpabilisés parce qu'ils seraient complices. C'est en train de changer. Franchement, c'est en train de changer. Je vois dans le 15e, on a un très bon commissaire de police et on a même au sein du commissariat un service social, notamment par exemple pour toutes les violences faites aux femmes ou aux enfants. Il y a un service spécial au sein du commissariat avec des psychologues qui accueillent les gens. C'est en train de changer, la police est en train de changer. Et là, Nicolas, j'allais te dire, alors maintenant je te parle de ce que je connais, 93. Le problème, c'est que ce que tu dis en 15e, le 15e, ça reste quand même, quoi qu'on dise, c'est Paris. Moi, j'étais parisien. Oui. C'est un arrondissement qui reste comme Paris. Paris n'est pas la France. Non, mais là, même Paris, intramuros, c'est quand même, il y a quand même une gestion de la population qui est quand même meilleure que le 93. Le 93, c'est pas du tout ça. Ça dépend, tu vois. Il n'y a pas de dispositif pour aider les familles là-bas. C'est vraiment le tout petit 18e, pas terrible. Non, mais par contre, Nicolas, il soulève un point qui est important et qui a un rôle majeur dans ces problèmes dans les quartiers. Effectivement, que quand on a un bon commissaire, quand on a une bonne équipe en place dans les commissariats, on a beaucoup plus de facilité pour travailler. Moi, je me rappelle que nous, dans la commune de Gennevilliers, on avait un commissaire qui s'appelait Bonnefond. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. Pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui était sur le terrain. Donc, quand il y avait un souci, c'est lui qui y allait avec son équipe et qui prévenait son équipe en disant « Personne ne bouge. Tant que je n'ai pas donné d'informations nécessaires ou tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas l'utilité d'intervenir. » Et il allait voir directement ces jeunes-là. Comme partout, il y a des très bons commissaires, il y a des moins bons commissaires. Il y avait une prévention et un travail de fond qui était fait. Aujourd'hui,
Moi, je suis pas forcément convaincu que avec les politiques qu'on a aujourd'hui, c'est triste à dire, parce que même la gauche, je remets aussi en cause la gauche. C'est même pire, avec la gauche. C'est eux qui ont malheureusement... Mais c'est la gauche qui a fabriqué tout ça, le côté social. C'est la gauche qui a ghettoisé. Exactement. Formé des ghettos. Voilà. Mais Anne Hidalgo, elle fout... Elle boboise à mort. Complètement. Et elle met au périphérique, sur les périphériques, tous les dossiers compliqués. Je donne un exemple très concret. Sur l'article que j'avais écrit, justement, ça a choqué parce que j'ai dit... Ah oui, on t'a coupé. J'ai dit, oui, mais c'est important de le rappeler parce que ça a gêné. Moi, j'ai même des amis à la télévision avec lesquels je bosse qui m'ont dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Le problème, c'est que moi, je l'ai vécu. C'est quoi ? J'ai eu la chance de connaître une France mixte, une mixité sociale. J'ai eu la chance de connaître des écoles qui n'étaient pas sectorisées. On ne nous imposait pas d'être dans les écoles de ratés. C'est-à-dire qu'on pouvait aller ailleurs si on voulait avoir une aspiration nouvelle. Et là, avec l'arrivée de M. Macron qui a fait une catastrophique réforme universitaire, même les universités maintenant sont sectorisées. Bien sûr, c'est une erreur totale. C'est catastrophique. En plus, je ne parle même pas des conditions pour obtenir la première année, bref. Mais tout ça pour dire quoi ? Pour dire que quand Mitterrand est arrivé, parce que Mitterrand, il avait un projet politique, il n'est pas arrivé, c'est pas un imbécile, c'est un homme très intelligent. Il a dit, parce qu'il avait un problème avec sa perte de l'Algérie, c'est un homme qui était très Algérie française, je ne laisserai jamais, je le tiens, de Roland Dumas. Donc j'invente rien là. Je ne laisserai jamais ces Algériens, donc qui parlent des Algériens, c'est les Maghrébins en général, apporter à leur pays d'origine ce qu'on a perdu là-bas. Et donc, nous allons faire en sorte de casser cette dynamique qui était très bonne dans les années 70. La population algérienne qui allait à l'école réussissait. Il a dit, nous allons casser cette dynamique. On va donc les obliger à rester dans les mêmes quartiers. Il les a sectorisés par quartier et par banlieue. Les commissions d'attribution des HLM qui ont fait le travail. Ensuite, il a dit, on va créer avec Jospin la loi de sectorisation. Il y a 3 établissements poubelles, on les mettra dedans et ils resteront entre eux. Comment voulez-vous faire pour sortir un enfant de l'échec scolaire s'il côtoie que les échecs scolaires ? Et ça s'est fait progressivement et c'est une vraie stratégie politique qui a conduit en 14 ans à l'explosion de la délinquance dans les banlieues. Moi, j'aimerais quand même qu'on rende hommage à toutes ces associations qui, dans les quartiers, font un travail formidable. On n'en parle jamais et pourtant, c'est grâce à elles que les quartiers tiennent debout. C'est elle la solution. Oui, absolument. C'est sûr, c'est plein de petites associations qu'il faut aider, c'est la solution. Ce sont eux les vrais acteurs du terrain. Ouais. Et l'inquiétude à avoir aujourd'hui sur les associations, avec cette fameuse loi, la nouvelle réforme qu'ils ont encore pondue là, sur la loi sur le séparatisme, c'est juste, je vais vous annoncer un truc, vous allez adorer. La loi sur le séparatisme n'est qu'une reprise dégoûtante de ce qu'ils ont fait en Algérie sur, tenez-vous bien, les Juifs. Ils avaient fait une loi sur le séparatisme juif en Algérie parce qu'après Crémieux, après le décret Crémieux qui leur a donné la citoyenneté, ils se sont rendus compte que les Juifs votaient en bloc monolithique pour leur propre parti et ils ont dit non, ces gens-là commencent à travailler entre eux, on va faire une loi pour les casser. Donc ça veut dire qu'ils nous font du réchauffé. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a une chose. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, mais par contre, il y a une chose qui est très grave. Il y a la possibilité de sanctionner sur simple soupçon une association qui fait un travail de quartier comme celle de Nasser par exemple, ou d'autres, un banlieue plus autre, parce qu'elle serait soupçonnée de peut-être être radicale. Le radicalisme, on ne sait pas comment on définit, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que non seulement ils seront obligés de ne pas recevoir d'argent, mais ils devraient rembourser ce qu'on leur a donné. Rétroaction de la loi qui n'existe pas, la rétroactivité. Là, on va l'appliquer. On va accueillir Samir du 95 qui est avec nous. Bonjour, mon Samir. C'est vrai en plus. Samir. Ah bah il s'est barré, Samir. Bon, qui nous rappelle. Il faut qu'on fasse une émission sur le séparatisme parce qu'il y a plein de choses dedans. Beaucoup de choses à dire. On en a fait plein, évidemment, sur le séparatisme parce que ça a été l'actualité du moment. Évidemment, on va en refaire. On va parler de tout dans cette émission. On n'a aucun sujet tabou ici. On parle de tout et sans complexe. Allô, bonjour. Oui, bonjour, on a été coupé. Salut mon Samir. Bonjour. Bonjour dans tout le monde. 95, le Val d'Oise. Oui, tout à fait. Bon. Moi, je voulais intervenir parce que j'aime pas ce mot-là. On nous a ghettoisés ou je ne sais quoi. On a quand même un toit, on a quand même. Ghetto. Moi, je pense que tous les risques, toutes les bandes qu'il y a aujourd'hui, c'est nouveau. Il n'y avait pas autant. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Ça date depuis des années. Un ghetto, c'est un ghetto. Et nouveau, quand on voit des bagarres, une personne sur 10, 10 personnes sur une personne seule à le savater jusqu'à mort, ou presque. Non, pour moi, ça c'est. Pour moi, c'est nouveau, ça. Non, c'est pas nouveau, c'est faux. C'est très ancien. Vous aviez les skins qui tapaient à 10 sur 1. Voilà. Donc, c'est tellement ancien que. J'allais parler des skins. Pour moi, cette violence, elle n'est pas au niveau du ghetto. Ah bon ? Il y avait en 70 des centaines d'Algériens tués par an. C'est pas un ghetto. On a un toit, on a la chance de pouvoir d'aller à l'école. Je dis juste que parmi les bandes, il y en a toujours un qui fait le caïd. Et là, il faut
qu'il faut tirer la sonnette d'alarme parce que là, c'est de plus en plus. On peut répondre sur le ghetto. Vous savez comment on définit un ghetto, monsieur? Parce qu'il faut être très clair. Vous voyez peut-être le ghetto de Varsovie, il n'y a pas que ça. Hein. Un ghetto, c'est le principe de concentrer. Non, mais c'est vrai que, en plus, ça dit des choses. C'est chaud aujourd'hui. J'utilise des mots quelquefois. Là. Gamal, je sers. Pour ma première, là, je crois qu'on va arrêter on va arrêter le thé avec plus sérieusement, le ghetto de Varsovie, c'est une guerre, mais en période de paix, les juifs, par exemple, étaient ghettoisés. Ça veut dire quoi, ghetto? C'est-à-dire concentrer une population en fonction de son ethnie, dans des conditions difficiles économiques, avec des logements qui ne sont pas forcément top. Aujourd'hui, c'est mieux, évidemment. Mais ils ne sortent pas de ce ghetto. Et pour vous donner un exemple très précis, quand vous prenez un petit jeune de banlieue, et j'en ai connu des dizaines, j'ai été moi-même un jeune de banlieue à un temps, la première chose qui vient quand on sort du ghetto, entre guillemets, de sa cité, c'est qu'on est complètement perdu dans les codes du parisianisme, par exemple. On est complètement perdu, on connaît personne, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment demander le pain. Enfin, il y a un langage qui se développe du ghetto. Hein. Chez les juifs, par exemple, c'était le yiddish. Chez nous, c'est le langage de la rue. Mais il n'en demeure pas moins que le ghetto, le principe, c'est de dire que vous êtes enfermé dans un endroit, école, commerce, culture, avec vos repères, avec un langage nouveau. Et on parle de séparatisme. Un propre langage, souvent. Un propre langage. Et quand on parle de séparatisme, c'est très amusant d'ailleurs, parce que en vérité, qui a séparé les autres? J'ai envie de dire, la France est la championne du monde du séparatisme. Et là-dessus, la ghettoisation est un véritable phénomène qu'on observe partout dans les pays occidentaux, et c'est logique, puisqu'ils ont besoin de bras pour travailler, et ils ne veulent pas les voir dans les grandes villes, c'est tout, c'est classique. Mais en Allemagne, le problème n'est pas là, c'est que l'histoire veut que... L'histoire est toute simple. En 1958, 1960, il fallait construire rapidement pour pouvoir justement reconstruire la France. Absolument. Il fallait bien construire des immeubles. Et il fallait bien construire des endroits où il était bon vivre. Ouais. Oui, mais à l'époque... Moi, j'ai connu ça. Après, le fait que le côté social n'a pas suivi, vous savez... à partir du moment où le côté social n'a pas suivi, qui est responsable? Donc il faut arrêter. Je vais vous dire, monsieur. Le mot, on nous a placé, on est toujours. Mais attendez, vous savez, entre les gens qui font les petits caïds dans les cités et les gens qui ont réussi ou qui réussissent et qui vivent dans de très bonnes conditions aujourd'hui. On n'en parle pas. Mais c'est minorité. C'est une réalité. D'importance à ces personnes. À partir du moment où il y a une personne qui fout le bordel... Mais ça, c'est une conséquence, voilà. Monsieur, c'est une conséquence d'un système. C'est-à-dire que celui qui fout le bordel, vous croyez que les parents, ils avaient vocation à les voir délinquants? Mais non. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de ghetto, c'est qu'il y a un ghetto mental. Vous connaissez la culture de l'échec. Quand un monde voit que tous ses potes sont des ratés, il devient raté, c'est normal. Il reproduit son modèle. Ouais. Et je dis pas raté, c'est pas un jugement de valeur. Non, c'est pas un jugement de valeur. Bon. Kabal, là, il commence à Merci, faire mon Samir. Salut. Sabrina Houd, qui est chroniqueuse dans le LGF, qui écoute l'émission et qui se dit j'aurais dû être là aujourd'hui. Bonjour ma Sabrina. Oui, bonjour Chris. Bonjour Gamal. Bonjour Nasser. Il y a qui d'autre? Bonjour Nicolas, j'ai noté. Oui, Nicolas, oui, c'est que je n'ai pas encore... Bienvenue Nicolas. Merci. Welcome. Alors Sabrina, qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter parce que vous avez parlé de tout. Presque. Vous avez abordé tout. Ça ne te ressemble pas, ça? Comment? Ça ne te ressemble pas? Si, j'ai toujours quelque chose à rajouter, évidemment. Quand même. Mais là, on a parlé évidemment de la crise institutionnelle, du dysfonctionnement de l'école, des services publics, etc. Mais j'ai l'impression qu'on évite de remettre en question l'autorité parentale. Ah, voilà. Merci Sabrina. On en a parlé. Non, un petit peu. Pas assez. Et elle a raison. Oui, mais parce que ceci arrive un petit peu tard. Oui, mais qu'en est-il de l'autorité parentale? Oui, ça c'est une bonne question. Il y a lieu de dire, effectivement, il y a des parents qui font attention à leurs enfants, qui les élèvent. Ça c'est le discours de Darmanin. C'est pas facile, mais il y a des parents qui ont définitivement démissionné de leur rôle. Bien sûr, c'est vrai. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce cas? Et notamment parce que souvent maintenant, 80% des cas, c'est des familles monoparentales. Oui, qui n'ont pas le pouvoir. Des familles monoparentales. Moi, j'ai connu des familles monoparentales qui, j'ai un neveu aussi de parents divorcés. Ce n'est pas pour autant que le petit, il est livré à lui-même. Non, mais il y a une réalité aussi quand on vit en cité, en batterie, élevage en batterie. C'est compliqué moi je dis que des parents qui ont démissionné, c'est pas le terme exact, je pense pas. C'est des parents qui ont perdu le pouvoir.
Ils sont totalement livrés à l'incapacité. Ils ne comprennent pas leur môme. Le pouvoir face à un enfant de 13-14 ans. Ils sont menaçants maintenant. C'est facile, tu sais, quand t'as un gaillard qui fait 1m90 et que t'as effectivement un problème familial important, que t'as une maman qui est obligée de faire 2 travails par jour pour essayer de survivre et faire vivre le foyer. On est là, je suis d'accord, je suis pas en train de dire que il y a toujours 2-3 petites choses qui nous dépassent. Bah bien sûr. Mais évidemment, mais là on va pas généraliser. Il y a des cas exceptionnels où les parents arrivent tant bien que mal à gérer leurs enfants. Mais pour moi, j'ai du mal à comprendre. C'est la majorité. Je viens de vous dire, j'ai un neveu de 14 ans. Je sais à peu près où il est, parce que voilà, c'est le. Bah, vu la tata qu'il a, il a intérêt de se tenir à carreau, parce que Sabrina rigole pas. À 14 ans, mais je comprends pas comment on laisse son enfant à 22h, à 23h dehors. Mais ça, c'est la cité. C'est la cité. C'est le côté village. Sabrina te dit, je comprends pas qu'on laisse des gamins mais dehors. Parce et c'est vrai, elle a raison. J'ai un cas. Je vais parler d'un cas personnel que avec le cartable sur le dos. Très bien. J'ai vu à 8 ans dehors. J'ai connu un môme qui avait 16 ans, qui a brisé le pouce de sa maman, qui était déjà handicapé. D'accord. Ah bah là, il va direct à l'armée. Pas du tout. Non. Nous on l'a chopé parce que nous on était des gaillards, parce on sortait de la salle de sport, parce que je connaissais beaucoup de combattants. On l'a chopé, on l'a menacé. On dit, tu fréquentes la racaille, on t'éclate. Tu touches à ta mère nouveau, on t'éclate. C'était comme ça que ça fonctionnait. Il a eu peur. La peur a changé de camp. Ça ne doit pas fonctionner comme ça, Gamal. Mais ça a marché. Écoute, ça c'est l'histoire des grands frères. J'ai grandi dans un quartier comme tout le monde. Il faut arrêter. On a quand même eu une bonne éducation, des parents présents avec. Mais tout le monde a des parents présents. Les moyens qu'ils avaient, tu connais l'histoire. Mais ce que je suis en train de dire, moi, j'ai fait le tour des quartiers, des jeunes de mon quartier, qui ont l'âge de mes petits frères et de mes petites sœurs. Aujourd'hui, la seule institution qui est respectée en France, ça reste l'armée. Donc, moi, qu'on remette le service obligatoire. Ça, c'est quoi, les centres éducatifs fermés, ça? La route à peu près aujourd'hui, c'est l'armée. Le centre éducatif. Pourquoi on remettrait pas ça? Ouais, il y a du gros dérive avec ces centres. Sabrina, tu es favorable au centre éducatif fermé? Il faut voir. L'armée. C'est l'armée, Sabrina. Mais il y a eu des dérives, des viols. Moi, je suis pour le retour de l'armée. Du service militaire obligatoire. S'il te plaît, t'es une femme. Sois sympa. Et alors tu sais quoi? Gamal, si je devais recommencer ma vie, je te garantis que j'aurais fait carrière dans l'armée. Bon, là, c'est pour moi. Mais t'aurais fait un très bon général, Sabrina. Mon adjudant. Merci, mon adjudant, Sabrina. On pourrait parler des sanctions, justement. Oui, on va parler des sanctions. On va parler justement des sanctions. Parce que quelles sanctions? Moi, j'en ai parlé l'autre jour, on a eu l'occasion d'en parler au téléphone. Moi, je considère, parce qu'il y a un rapport particulier dans la jeunesse, et ça, Nasser pourra confirmer avec moi, c'est un rapport, ce qu'on appelle en Algérie le NIF, donc la fierté, soi-disant, de ne pas être humilié. Ça, c'est un truc qui est obsessionnel chez eux. Ils foutent la pagaille partout, mais ils ne veulent pas se taper l'affiche, c'est l'expression consacrée. Et je pense que la seule sanction qui puisse fonctionner, c'est une sanction humiliante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nettoyer les poubelles, les travaux d'intérêt généraux, mais devant la cité. Parce que les gars, si on lui fait ça une fois, il ne recommencera plus. Il va avoir honte, il ne recommence plus. Alors le problème, tout à fait d'accord, 200%, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas effectués. Et malheureusement, 80% ne sont pas effectués. Et ils doivent effectuer, effectivement, dans le quartier, pour être humiliés devant les autres et réparer les fautes, notamment qu'ils ont fait. Réparer les graffitis, réparer les voitures brûlées, réparer les trottoirs, etc., etc. Ça, je suis entièrement d'accord. Après, il y a d'autres sanctions. Mais après, c'est du pénal. C'est l'interdiction de paraître. Est-ce que la justice fait bien son boulot, pour le coup? Est-ce qu'elle sanctionne? Non, tu vois, l'interdiction de paraître. Bon, c'est pas dramatique, l'interdiction de paraître. C'est-à-dire que le gamin fait une faute dans une bande, etc. Pendant 2 mois, il n'a plus le droit de paraître dans... non, c'est humiliant. Bon, Mohamed... le juge pour enfants, dans 1 cas sur 5, il le déclare, le reste, il ne le fait jamais. Mohamed de Créteil est avec nous, 01 40 33 9000. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed, bienvenue à toi. Alors, ton avis sur la question, sur ce débat entamé depuis maintenant 17h? En effet, je voulais rebondir sur plusieurs choses. Alors, première chose, vous avez parlé à un moment donné des jeux vidéo et des films ultra-violents qui avaient des conséquences sur les jeunes. Ça, je suis absolument pas d'accord avec vous. Ah bon? Il y a des exemples, le plus flagrant par exemple, c'est le Japon. Le Japon qui est un des plus gros consommateurs au monde de jeux vidéo violents et de films violents, en l'occurrence. Ils ne sont pas du tout... Le Japon est une société extrêmement patriarcale. La construction de la société n'est pas la même. Le Japon, c'est quasiment une société militaire, donc bien sûr. On ne peut pas comparer.
Pardon. N'importe. Il y a d'autres pays où c'est exactement la même chose. Ah bah, où faut les le gens donner. sont pas violents malgré qu'ils consomment États-Unis des films violents. c'est pire. Moi, le premier, je consomme des films violents et des jeux vidéo Vous violents. avez quel âge Depuis tout petit. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Bah, Ok, voilà. c'est pas la même génération. J'ai pas de problème T'as le bel avec la âge, violence. mon Mohamed. Je viens d'une cité. Moi aussi, je viens d'une cité. Deuxième C'est chose, quoi le vous nom de avez votre parlé bande des parents qui devraient mettre de temps en temps une bonne petite claque à leur enfant et au dodo Ça, on et sait, ça, demain ouais. ça ira mieux. Et Je peux pas vous d'accord. assurer que la violence n'arrange rien du tout. Ah bon Donner une claque à un enfant, c'est pas ça qui va le faire arrêter d'être violent. J'ai moi-même fait des conneries quand j'étais jeune. J'avais des parents qui me suivaient tout le temps. Je prenais des grosses volées à chaque fois que je faisais des conneries. C'est pas ce qui m'empêchait après derrière de faire des conneries. Mais vous J'ai n'êtes pas continué délinquant à aujourd'hui. faire. Vous n'êtes pas Et à un délinquant. moment donné, on mûrit, on comprend que les choses qu'on fait sont pas bien et on arrête de faire des conneries. C'est pas le fait de prendre des roustes. J'ai pris des roustes jusqu'à la avoir preuve, des la bleus, preuve, le jusqu'à résultat- avoir des le jours. résultat est là, le résultat Regarde, est là. je collais de la viande Vous qui nous sortait appelez du pas de congèle prison, pour là. essayer de me faire dégonfler la tête tellement je prenais des roustes. D'accord? Et c'est pas ça qui a fait que j'ai changé. Ah bon, Donc c'est dire quoi, que la alors violence, Qu'est-ce qui a fait que vous avez violent changé avec un enfant, ça va le changer? Non, je vous rassure tout de suite, ça va Non, pas mais le qu'est-ce changer. qui a fait que vous avez changé? Ça m'intéresse, puisque c'est pas vos parents, c'est quoi? Eh ben, c'est très simple. C'est quand on grandit et qu'on comprend les choses. Tant Grâce qu'on n'a aux pas parents, compris le les choses, tuteur, les gars. Tant qu'on n'a pas compris les choses, s'appelle on continue mûrir, à faire et les ça, mêmes conneries. Donc Ouais, les mais jeunes, il faut Mohamed, simplement leur expliquer, on leur mûrit pas de la donner des même façon, tout le opportunités. monde. S'ils n'y arrivent pas, s'ils font autant de conneries, moi si j'en ai fait autant, c'est parce que j'avais pas d'opportunités devant moi. Le jour où j'ai commencé à avoir des Oui, la opportunités, question j'ai économique. commencé à travailler et ça fait 20 ans aujourd'hui que je paye des impôts et que je ne traîne plus bien sûr dans la cité. Forcément, vous avez une activité, c'est logique. Ouais. Bien sûr. Bon, bah merci Mohamed en tout cas pour ton Merci. appel. Dans un instant, j'aimerais bien qu'on réponde à cette question du jour aujourd'hui que je pose et à laquelle les auditeurs ont répondu sur Twitter, le grand forum FM2, à propos de l'affaire de Ayman, ce jeune de 15 ans tué par balle à Bondy. Pensez-vous que le traitement médiatique favorise à stigmatiser les banlieues? Oui ou non? 77% ont répondu oui. Que répondent Nicolas Janotet, Gamal Abina et Nasser Lajili? Dans un instant, vous le saurez. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Nicolas Janotet pour sa première, Gamal Abina, Nasser Lajili, on le survalide, hein, Nicolas. Franchement, on kiffe. Il est 17h52 minutes et j'aimerais qu'on réponde à cette question du jour, la question qu'on a posée aux auditrices et aux auditeurs aujourd'hui sur Twitter, le grand forum FM2, au travers de l'affaire d'Ayman, ce jeune de 15 ans tué par balle à Bondy. Pensez-vous que le traitement médiatique favorise à la stigmatisation des banlieues? Qu'est-ce que t'en penses, mon Nasser? Est-ce que ça favorise à, encore une fois, stigmatiser les banlieues, ce trafic de drogue, Non. etc. Non? C'est pas une surprise. Non. Malheureusement, les médias, et j'ai fait exprès d'écouter RMC ce matin. Ouais. Grosse gueule. D'ailleurs, c'est des grosses gueules, parce que c'est des gens qui ne vivent pas dans les quartiers populaires. Ça, c'est vrai. Et qui parlent au nom des quartiers populaires. Ça, il y en a marre, par contre. Bien sûr. Et aujourd'hui, qu'on constate que ces gens-là disent qu'il a été touché parce qu'il y a du trafic de drogue, etc. Vous imaginez l'image qu'on donne du petit jeune qui, dans la famille, sont tous en deuil, et on est en train de dire que son fils était un trafiquant de drogue. Mais c'est une double peine. Ouais. Mais c'est incroyable. On s'en rend même pas compte des dégâts qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, après, on se plaint pourquoi ce qui se passe dans les quartiers populaires, ils veulent plus nous recevoir, les médias sont mal vus, etc. Mais c'est normal. L'image qu'on envoie à chaque fois, elles sont toujours négatives. On ne voit pas le côté positif. On ne voit pas les quartiers populaires qui sont actifs quand il y a des moments de faiblesse. Aujourd'hui, avec le Covid, on a un élan de solidarité qui s'enchaîne dans les quartiers populaires. Ouais. C'est les plus pauvres qui donnent pour les personnes qui sont dans le besoin, alors que ça devrait être normalement les personnes les plus aisées qui devraient faire ce travail-là. Et malheureusement, non, on ne met pas ça en avant. Et on préfère stigmatiser et on continue au quotidien. D'ailleurs, là, la crise sanitaire nous montre clairement, au lieu de parler de ce qui se passe avec la crise sanitaire où les gens n'arrivent plus à payer leur loyer, n'arrivent plus à manger, n'arrivent plus à vivre, on a préféré parler du séparatisme et de l'islam et de ceci et de cela. Parce qu'on sait très bien qu'on s'adresse à une partie de la population qui sont les gens des quartiers populaires. Voilà, malheureusement, effectivement, c'est un coup de gueule. Et il n'a pas tort, le Nasser, quand même, Nicolas. Là. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, là? Ça pénalise d'ailleurs tous les quartiers populaires urbains. Bien sûr. À la limite, pas seulement la banlieue, parce que la question, c'est la banlieue parisienne, je crois, la petite couronne. Ça pénalise toutes les grandes métropoles. Ça pénalise, en fait, ça oppose encore le monde rural et le monde urbain. Absolument. Voilà. Et je pense qu'on se dit, habiter dans une ville, dans une petite couronne, mais ça c'est valable pour Marseille, c'est valable pour Nice, c'est valable pour ailleurs. Effectivement, c'est dangereux, il y a des règlements de compte, il y a des rixes, il y a de la drogue, il y a tout ça. Voilà, mais pas plus que ça pour moi. Parce que c'est déjà est-ce que ça favorise ou pas la
caricature, enfin à la stigmatisation des banlieues, justement, cette affaire Ayman. Le fait qu'on ait pu dire quand même que c'était un trafiquant de drogue. Hein. Il faut jamais oublier une chose. D'abord, moi, si vous voulez écouter une télévision sérieuse, vous allez sur la 5, sur Arte. Parce que l'amplification... t'es un intello, toi. Non, du tout, non, c'est juste un journal. Pas Zarma. Non, le journal, il dure 28 minutes, c'est un régal. Non, c'est vrai. C'est très factuel. Le problème de l'approche médiatique de ces chaînes privées, rappelons-le, une chaîne privée, si elle vous donne l'information telle qu'elle est, c'est triste. Le gars était sportif, on l'a tué parce qu'il y a une embrouille entre gens qui étaient dégoûtés d'avoir perdu. Ça, c'est nul. Ah, il y a de la drogue dessous. Attention, c'est Tony Montana, c'est dangereux. Là, ça marche mieux. L'information spectacle est une information qui vend et qui fait vendre, même si elle est fausse. Donc, que les chaînes privées le fassent, ils sont dans leur rôle. Faut pas rêver, ils sont dans leur rôle. Si, ils sont dans leur rôle, ils font de l'argent. Non, c'est pas les journalistes, c'est de l'argent. Ils sont là, c'est de l'info-spectacle. En revanche, moi, là où je m'inquiète, c'est quand des chaînes publiques répercute des fake news. C'est vrai, on parle de fake news, il faut utiliser le terme. Ensuite, sur la question des quartiers populaires et de la dérive malheureusement sociale qui est extraordinairement marquée aujourd'hui, c'est que de toute façon, on a noté entre la province qui est qui est une quantité négligeable pour le Paris centré, on parlait tout à l'heure de centralisation, c'est une chimère, on l'a jamais vu, mais par contre, eux, ils ne comptent pas. Ils ont manifesté, ça a été violent. Les banlieues ont manifesté en 2005, ça a été violent. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France est auto-centrée sur un pouvoir quasiment versaillais. Monarchique versaillais, c'est pour ça que je parlais de Versailles. Et il y aura peut-être une fuite à Varennes un jour. C'est le roi Macron et ses 5 valets. Voilà. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que ces gens ont intérêt à baisser les tensions sociales, sachant que non. Dans un an, il y a une échéance électorale très importante qui va opposer Macron à Le Pen. Ah, toi aussi t'es tombé dedans. Non, je suis pas tombé dedans. Si. Non, c'est pas si. Mais je le dis depuis. C'est ce que veut Macron, ça. Non, mais je le dis depuis 5 ans, moi, c'est pas d'hier. Oui, mais d'accord. Oui, sa volonté première, c'est de tomber face à Marine Le Pen. Évidemment, parce que le Front républicain, mais il va le faire. Oui, mais ça marche plus. Le Front républicain, c'est Macron contre le monstre. Ça marche plus. Attention. À en lire l'article de Libé ce week-end qui a fait beaucoup jaser. Attention, le Front républicain ne marche plus. Non, mais ça on le sait, mais Macron parie là-dessus. Ouais. Parce qu'il se dit, à choisir entre le diable et puis l'imitation du diable, on prend l'imitation. Parce que Macron, quand même, a bien favorisé la montée du FN, pas du RN, pardon. Mais il a fait comme Mitterrand. Macron est un produit mitterrandien. Macron, il a éliminé la gauche, il a éliminé la droite pour être tout seul et pour se retrouver face à Le Pen. Voilà. Il le voulait dès le départ. Comme Mitterrand en 88. Voilà. Sauf que là, il y a danger. Kamel de Montreuil, rapidement. Salut, mon Kamel. Oui, bonsoir à toi, Christophe, et à tous tes invités. Bonsoir Kamel. En même temps, je souhaite un bon recueillement à la famille du jeune décédé. Ouais. Qui repose en paix, cet enfant-là. C'est vraiment très triste, surtout que c'est mon département. Ouais. Je vais intervenir en 2 points. Premier point, on a tapé sur le patriarcat. Donc on a dit aux femmes de notre communauté un salaire et tu vis à l'abri, alors que c'est faux. Donc elles cumulent 2-3 boulots pour s'en sortir, les pauvres. Et donc où est l'autorité masculine? Il n'y en a pas. Donc elles donnent des objets électroniques, des nouveaux portables et des tablettes pour donner de l'amour. Mais le gamin, il lui faut une autorité. Donc c'est pour ça qu'on retrouve nos enfants, nos neveux, etc. tard dans les cités. Gamal l'a bien souligné. Et donc tant qu'il n'y aura pas cette autorité, tant que les grands frères, voilà, il faut bien les rémunérer. Ils ont été stigmatisés, les grands frères, pendant plusieurs années. Boulot. Et pour tout reviendra dans le droit chemin, quoi, voilà. Merci mon Kamel. Alors Nasser, avant de terminer, tu voulais dire un petit mot sur ton association qui fait un boulot extraordinaire. Oui, alors nous on organise des maraudes tous les 2 semaines, parce que malheureusement on n'a pas encore la capacité de faire ça chaque semaine. Et on est aussi en train d'organiser des colis alimentaires pour les étudiants et les réfugiés, parce que c'est malheureusement les oubliés d'aujourd'hui et qui malheureusement ne peuvent plus s'appuyer sur on va dire sur des dons qu'ils pouvaient voir quotidiennement. Donc là, on est en train de s'organiser pour récolter des denrées alimentaires. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez y aller sur le site, sur le Facebook de l'association Crescendo Gennevilliers, et vous aurez toutes les informations concernant cette collecte qui est organisée là depuis 2 semaines. Tu peux dire le nom ? Association Crescendo Crescendo. Crescendo de Gennevilliers. Formidable. Parce que là, bravo Nasser. Merci à toi. Et d'ailleurs, ces jeunes-là qu'on voit dans les quartiers populaires, il faut les faire venir dans les maraudes. Parce qu'il y a une prise de conscience quand on constate les dégâts qu'il peut y avoir et les personnes qui ont traversé des pays pour essayer de se sauver des guerres qu'il peut y avoir dans leur pays, et qui, quand ils voient que des gens sont en train d'agoniser, d'ailleurs on en a vu un samedi dernier,
Et c'est nous qui avons interpellé les secours pour qu'ils viennent en vitesse. Voilà les amis. Au crescendo sur Facebook évidemment. Merci beaucoup mon Nasser, merci mon Gamal. Merci. Bravo Nicolas. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Merci Bienvenue dans la famille du LGF et des débatteurs. Je suis honoré. En retour demain avec une petite paire de grandes gueules, absolument. Mais nos grandes gueules à nous, les vraies, pas les semblants. On fait pas. Méfiez-vous des imitations. Pierre-Henri, Rudy Kazi. Pierre-Henri, mon ami. Oui, Pierre-Henri. France Terre d'Asile, formidable travail. C'est Il est ça. extraordinaire. Et puis quelle grande gueule. Absolument. Rendez-vous donc demain à partir de 16h sur France Maghreb 2. D'ici là, prenez bien soin de vous. Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Ici, c'est les vrais débats. Dans un instant, Medjed et Chehneri pour changer totalement d'ambiance. Bonne soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. Merci à toutes et tous de votre fidélité à l'écoute de France Maghreb 2 et du LGF, bien entendu. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur nos réseaux, sur Twitter, sur Facebook et ainsi que sur l'application pour nous écouter. Il est exactement à Paris et comme partout ailleurs en France, 18h, l'heure de faire de point de l'actualité avec nos confrères d'RFI. Bonsoir.